Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro Erreur Podcast, toujours animé par les frères Gallois. Bonjour à tous. Mais aujourd'hui, on n'est pas seul, on est avec Flo et Ophélie. Hello. Bonjour à tous. Je ne vais pas vous poser la question du comment ça va parce qu'on sait. Ça fait plusieurs jours qu'on se voit maintenant tout le temps et tout. Et Exactement. Ça va bien Et quand on même. pourrait dire chaudement aussi. Chaudement. Ouais. Non, ça va, ça va. Flo, il a mis le sweat. Flo, pourquoi tu as mis ton sweat? Plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai pas forcément si chaud que ça actuellement. J'ai la chance entre guillemets d'être australine, mais du coup j'ai pas forcément trop souffrir de la chaleur. Et c'était un petit hommage à la Team Flow Coaching qui est toujours bien de mettre en avant. Bodybuilding naturel bien sûr. On en parlera peut-être un peu par la suite, mais voilà, malheureusement les t-shirts à un moment qui sont arrivés pour le meet-up devaient arriver, mais ils ne sont pas encore arrivés. Ils arriveront vendredi, pour la petite anecdote. Donc j'ai que le feed pour l'instant. Et Moi j'ai entendu Meetup. Qu'est-ce qui se passe Meetup? Tu peux nous en dire plus? on commence directement, allons-y. Effectivement, il y a peut-être des gens qui vont te poser des questions. Alors on a profité du podcast aussi pour ça. Le but c'était de faire un meet-up de la Team Flow, donc de coaching, de pouvoir rassembler les personnes qui veulent venir et qui travaillent au sein de la Team Flow dans un meet-up, donc pouvoir échanger, etc. Donc c'est une personne qui bosse avec Florentin, une personne qui bosse avec moi, une personne qui bosse avec le troisième coach également, que je pourrais annoncer puisqu'au moment du podcast, je pense, ça sera déjà annoncé. Une semaine de production, je pense, un truc comme ça. Et c'est toi qui m'as gentiment proposé, parce que le premier meet-up a été fait au RBC Workout de Rennes, pour ceux qui ne connaissent pas saisie, c'est une excellente salle et le propriétaire est comme ça, l'endroit n'est pas trop mal. C'est toi qui m'as proposé de dire pourquoi pas le faire ici. C'était difficile de dire non, surtout voilà, c'est la première fois que je suis ici, dans les alentours, et surtout que la salle est assez incroyable. Au-delà d'être géré par des passionnés, d'avoir du très bon matos, c'était une formidable opportunité pour les gens, également d'avoir accès à du très bon matos et de pouvoir s'entraîner juste sur du très bon matos, donc effectivement, Meetup Team Flow. Trop bien. C'est pas réellement, on va dire Limoges, mais voilà, on va dire pour citer facilement parce que c'est la grande ville à côté. Mais voilà pourquoi le meet-up du coup directement ici. Ouais. Deuxième meet-up de l'année. Et tu avais une idée d'une autre salle en France où tu aurais pu aller? Tu aurais refait au RBC ou t'aurais... Alors, vu que tu m'as proposé, moi dans ma tête, ça serait d'avoir un meet-up plus ou moins qui ressemblerait à un en fin d'année ou début d'année. Et un qui serait vers le milieu d'année, pour en avoir deux plus ou moins par an, avoir le temps que ça s'organise et au fur et à mesure. Parce que le premier, on a commencé, on était une vingtaine à peu près. Celui-ci, on est à peu près environ 50. Donc tu vois, déjà, ça évolue comme ça. Si ça évolue comme ça pour les prochains, le problème, c'est qu'évidemment, il faut trouver une salle qui s'adapte. C'est aussi des frais, bien sûr, même si c'est toujours des frais qui, selon moi, ne dérangent pas parce que justement, c'est plus pour aider les gens qu'autre chose et ça permet de rassembler, etc. Et je pense que c'est très important. Une autre salle, non, ça aurait été compliqué. Et on a bien fait de ne pas le faire au RBC parce que je ne sais pas si ceux qui ont suivi, le RBC, il est fermé 4 jours. Ouais, il fait trop chaud. Donc il fait trop chaud. Et vu que c'est une salle qui est un petit peu indé, du coup, ils sont obligés de fermer, ils n'ont pas la clim. Donc on a plutôt bien choisi. Il y a pas mal de sudistes de la team qui demandaient à faire quelque chose dans le sud. Mais c'est très difficile de trouver une bonne salle en France. Parce qu'au-delà de trouver une salle, il faut que le patron ou les patrons soient OK avec ça. Il y a quand même du bon matos. Parce que c'est pour faire un meet-up dans un Honor. Désolé pour Honor, mais voilà. C'est pas forcément l'image, on va dire, de ça. Et même s'il y a beaucoup de gens qui sont dans un Honor, voilà, le but c'est d'avoir vraiment une vraie salle de passionnés qui respire bodybuilding, qui vit aussi bodybuilding. Et c'est très difficile en France de trouver ça. Et le RBC, ça a été pour moi la révélation directe. Qu'il ait accepté, c'était encore plus. Mais après, le fait de trouver maintenant des salles partout pour les gens qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il faudra faire des compromis. On est déjà descendu un peu plus bas du coup pour les gens du sud. Mais effectivement, il est possible que beaucoup de meet-up, si jamais ça se passe bien, se passent dans cette salle-là parce que je pense que avec grand plaisir. Le Gigi devient la mec du body, la réunion. La réunion des athlètes passionnés. C'est ça. Donc on reçoit Flo, mais on reçoit aussi Ophélie, première femme sur le Zéro Erreur Podcast. Ouais. En 80 épisodes. Même 20 épisodes. Ouais, même plus. Ouais. Ophélie, peut-être qu'on peut te laisser te présenter. Ouais, du coup je m'appelle Ophélie. Je suis aussi la copine de Florian si jamais. Je suis coachée actuellement par Florian, mais j'ai été coachée par Lucas Guif aussi pendant 1 an. Et après par Ella, donc une coach qui était anglaise, c'est une élève à Edge Morris pendant 2 ans. Donc j'ai fait aussi une prépa avec elle, tout ça. Et à côté, je suis aussi coach, du coup, exclusivement pour les femmes. J'ai que des femmes dans ma team.
et coach de musculation, bodybuilding. J'ai quelques femmes qui veulent aussi faire des compétitions. Donc voilà, en gros, je ne sais pas si c'est suffisant. Non, mais c'est très bonne. Un couple de body qui accompagne des body. Super. Ouais. Et quelque chose aussi de très important, là vous avez testé la salle, mais vous vous entraînez dans l'une des meilleures salles aussi d'Europe. Salle que j'ai déjà citée plusieurs fois dans le podcast. Cet extrait, on me l'a envoyé. Flo, il parle de toi, Flo, il parle de toi. Flo qui s'entraîne au Blackout, qui parle français, il y a des Français, il y a de plus en plus de Français. Mais de là avoir un Florian, qui s'entraîne au Blackout, bodybuilder, naturel, français, ça commence à faire beaucoup de coïncidences qui amènent vers... En vrai, j'ai une vraie question, c'est pourquoi déjà le Portugal et pourquoi le Blackout? Parce qu'il y avait, en vrai, quand tu as la possibilité de bouger en Europe, tu sais, là, vous étiez à Budapest il n'y a pas si longtemps. Budapest, c'est pas très cher aussi. Il y a l'Angleterre qui aurait pu être sympa avec justement l'Ultraflex. Il y a Vienne aussi avec le Das Gym. Il y a quand même, voilà. Alors du coup, oui, les coûts de la vie, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais pourquoi du coup le Portugal? Je pense pas que c'était le coût de la vie notre priorité en fait. Non, c'était pas forcément. Ouais, c'est vrai. C'était la salle, 100%. Ouais, en fait, je crois que c'est. Chaque fois que les gens nous demandent, les gens rigolent et nous regardent avec des gros yeux, mais c'était vraiment la salle. La salle et le temps. La salle et le temps. Actuellement, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est que s'il y a un blackout qui est potentiellement en France, alors c'est pas sûr qu'on reviendra en France, mais ça ne me dérangerait pas du coup de m'entraîner là-bas. Maintenant, le truc, c'est que le blackout, il est au Portugal, mais s'il avait été en Espagne, en Italie, n'importe où ailleurs, on serait sans doute allé là-bas si ça nous plaisait. Là, le truc, c'est que là, ce qui s'est passé, c'est que on est allé la première fois visiter les alentours. On était un peu plus loin qu'on est actuellement là, du coup, de la salle, en 2024. Je sais plus, 24, non, 25. Attends, ça fait 2024, vers mars, un truc comme ça. Et on est allé, on a bien aimé, mais sans plus, etc. Et à un moment, l'année avançait, on s'est dit, ok, là maintenant, on sait qu'on veut partir, où on va. Et d'un seul coup, je sais pas, dans notre tête, ça a fait genre, ok, Lisbonne. Et en l'espace d'un mois, on a rendu l'appart, on a fait le déménagement et puis on s'est barré. Parce qu'à la base, on avait voulu juste tester la Roumanie. Il y avait une bonne salle aussi. Mais un an avant, mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout accroché. Même, on devait rester 1 mois et demi là-bas. Et en fait, au bout de 2 semaines, on s'est dit, mais vas-y, il faut qu'on rentre parce qu'en fait, on s'est trop chier. On se sentait pas bien. Ah ouais, trop vieux, trop différent. Vous avez été où en Roumanie? La ville, le Bucarest, la grande ville. Ok. Ouais, qui est plutôt bien, mais la salle n'était pas forcément incroyable. Et du coup, tu parlais de l'Angleterre. L'Angleterre, ça a été un des premiers choix à la base. Mais c'est beaucoup de démarches, surtout actuellement à cause du Brexit. Mais par contre, on aurait eu moyen d'avoir un appartement facilement. Et très proche de l'Ultraflex, etc., qui était une salle qu'on a déjà fait 2 fois et on a fait justement 1 mois et demi à peu près avant le Portugal. Et c'est même pas forcément une question de temps parce qu'en soi, moi, ces températures-là, j'aime bien. Je pense que c'est des bonnes températures pour un bodybuilder. Il fait jamais trop chaud, quoique s'il y a la canicule, ça peut quand même faire chaud. Et même Ultraflex, c'est Ultraflex. Tu rivalises difficilement avec une salle comme ça. Même si pour s'entraîner maintenant au blackout. Ah là là, ça y est, il a été corrompu. Ah ouais. Même maintenant pour s'entraîner au blackout, d'un point de vue matos, d'un point de vue diversité, etc., c'est pas forcément. Je voyais le Ultraflex très très haut, mais maintenant on m'entraîne au blackout depuis bientôt 2 ans. Ça monte, ça pousse. Et. Alors, le matos, c'est pas forcément neuf, mais il est plutôt bien passé dans le sens où Ultraflex, il n'y aura pas autant de machines, il y aura peu de machines, par contre elles seront bien choisies. Ouais. Mais ouais, il y a des avantages, au Portugal qui sont un peu plus hauts que l'Angleterre, comme effectivement le coût de la vie. L'Angleterre, c'est beaucoup plus cher. Moi, le temps. Mais il y a le temps aussi, bien sûr. Moi, le gris de l'Angleterre, je peux pas. Ouais. C'est bien pour des vacances ou alors pour un voyage, mais moi, je peux pas. Et puis, Ultraflex, c'est bien. Rotterdam, c'est bien. Vivre à Rotterdam, c'est très compliqué, très déprimant. Vivre à Sheffield, c'est bien, mais du coup, ça te fait quand même pas mal de route parce que c'est pas à côté non plus. Et après, le seul point, c'est que là-bas, c'est dans du coup, le Yorkshire Sud, ce qu'ils appellent le Yorkshire Sud. C'est un coin de l'Angleterre qui est quand même un des plus cool et au niveau du temps, qui n'est pas forcément trop mal. Mais il faut y vivre, quoi. Et c'est très compliqué, malheureusement, de vivre sans travailler là-bas. Parce que si tu n'apportes pas réellement quelque chose au pays, les Anglais ont du mal à facilement te faire un visa, même si tu peux un visa d'1 an, etc. Mais c'est quand même un peu plus compliqué. Il faut prendre des cours au pire d'anglais, etc.
Mais passer 8 heures à l'école, c'est un peu compliqué actuellement en combinant le job, etc. Et le blackout, il est quand même excentré par rapport à Lisbonne. Ouais. Il est en dessous. Et ça, vous avez quand même... En fait, nous, on est sur Seychelles, qui est à 15 minutes de Lisbonne, et qui est à 10-15 minutes du blackout, du coup. Okay. Mais Seychelles, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un peu le nouveau Lisbonne. Donc, en fait, c'est un mini Lisbonne, c'est hyper moderne, il y a beaucoup de centres commerciaux. On est vraiment proche de tout, en fait. Et c'est super beau, super calme. Enfin, non, calme pas trop. Ouais, il y a pas mal d'ambiance quand même. Mais en vrai, c'est pas du tout dans un coin perdu, quoi. Non. En fait, nos objectifs, ça n'a jamais été dans une grande ville. Parce que déjà, la plupart des bonnes salles sont rarement dans des grandes villes, premièrement. L'exemple ici. À part à Vienne, effectivement, mais même encore, c'est un peu... Limoges, c'est pas 10, c'est pas un 10 sur 10. Prochaine question. Mais en soi, effectivement, l'objectif, c'est d'être proche sans y être vraiment. Et du coup, là, ça tombe bien parce que souvent, effectivement, c'est comme Rotterdam. Rotterdam, c'est pas une grande ville. C'est souvent des hangars un peu perdus, etc. Donc là, en fait, on est proche de Lisbonne sans y être vraiment. Ce qui nous permet d'avoir le confort, du coup, d'un petit village, entre guillemets, même si c'est une petite ville, sans avoir, du coup, les inconvénients d'une grosse ville comme Lisbonne, mais en étant rapidement, si on veut aller à l'aéroport, si on veut faire une journée dans une grande ville, ou ce genre de choses-là. Ok, ouais. Ouais, c'est l'avantage. Quand j'étais en Espagne, là, à Saint-Jacques-de-Compostelle, justement, c'était un peu la même chose. Bon, il y avait le c'est pas vraiment Saint-Jacques-de-Compostelle, si. Si, j'étais c'est proche, mais c'est à Saint-Jacques-de-Compostelle même, c'est ça? Ouais, mais moi alors j'y suis allé, mais j'ai jamais été dans le centre de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pareil, c'est excentré. Ouais. Mais j'avais un loft à 10 minutes à pied de la salle. Okay. Il a réussi à se perdre. Tu as te perdre, tu m'as dit que tu avais pris une route pour faire tes steps. En fait, il est arrivé dans la campagne. Vraiment là-bas, c'est la campagne profonde. Ouais. Genre à gauche, il y avait du coup donc la salle, à droite, il y avait les vaches. Et c'est vraiment genre même pas à moins d'1 kilomètre, tu as des champs avec des vaches, c'est la campagne genre comme Limoges. Et pourtant, elle est incroyable cette salle. Et pourtant, cette salle, elle est incroyable. C'est vraiment ultra flex dans le délire. C'est un mélange d'As Gym, ultra flex, un peu plus dans le noir, un peu plus dans le sombre. J'avais été un peu déçu quand même des machines, mais depuis que je suis parti, ils ont mis genre 20 nouvelles machines. En fait, c'est le truc où quand tu t'y entraînes, tu fais une année là-bas, ta rotation, elle change énormément parce qu'ils rajoutent plein de machines. Mais surtout, il y avait ce truc le coût de la vie n'était pas si cher. Et en même temps, j'avais un aéroport. Donc en gros, tu peux bouger, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et il fait beau, il fait plus chaud. Moi, j'y allais en hiver, je sortais en t-shirt alors qu'on était au mois de décembre. Donc ça, c'était agréable. C'est à 6 heures près de chez nous, on a déjà pensé à y aller. Ouais, c'est loin. C'est un petit peu loin. Le seul problème, c'est que le temps, il changeait tout le temps. C'est-à-dire qu'il fait beau, 10 minutes après, il pleut sa race. Okay. Après, il refait beau. Ah mais mais ça, c'est décembre. Ouais, ça c'est vrai, c'est un peu à partir de décembre, oui. Ouais, parce que t'es vraiment sur le haut de l'Espagne, pas si loin que ça de la France, cette salle-là. Oui. C'est quoi le nom de la salle? Le nom de la salle, Body Project. Body Project Gym. Ouais. Cette salle-là est vraiment bien. Ça fait longtemps qu'on voulait la voir. Le seul problème, c'est les horaires le week-end qui sont atroces. Le dimanche, ça ferme à midi. Ou à 14h, un truc comme ça. Et c'est vraiment dans les horaires plus ou moins où on s'entraîne, donc c'est un peu chiant. Et le samedi, pareil, je crois qu'il y a un truc. Il y a des horaires un peu chiants pour s'entraîner à l'année. Ou c'est l'accueil peut-être, mais en tout cas, si tu regardes. Moi, je me rappelle plus. Je t'avoue que j'y suis allé, n'importe quel jour, mais toujours le matin. Donc ça m'a jamais posé de problème. Si tu regardes sur internet, je crois que le dimanche, ça ferme vraiment. C'est la salle midi ou 14h, un truc un peu chiant. Ouais, alors peut-être. Mais elle est connue des body. En fait, moi, j'avais beaucoup de gens. Le peu de personnes qui parlaient en anglais en Espagne, c'était des gens qui faisaient le triangle. En fait, ils remontaient du blackout, ils allaient au Body Project, et après, il y avait une autre salle centre de l'Espagne, et en fait, ils faisaient un triangle. Et tous, ils faisaient ça. C'était genre le sorte de pèlerinage du body. Ah ouais, centre de l'Espagne, il y en a une, je ne vois pas trop. Je voyais pas non plus. Est-ce que c'est pas une vers Marbella ou un truc comme ça là? Non, parce que c'est plus bas. C'était vraiment genre centre. Ok. Et ça faisait, ils me montraient tous. En fait, ils me prenaient parce qu'ils m'expliquaient tous leur truc, et je voyais c'est le triangle. C'est vrai? Ouais. C'est pas une salle, mais elle n'est pas forcément incroyable, mais elle est très très grande et elle est aussi équipée en Matrix, un truc comme Roman Empire ou un truc comme ça. C'est genre une salle vraiment à l'américaine, mais plus, elle doit faire je sais pas combien de mètres carrés. Elle est en Espagne, elle? Oui, elle est en Espagne, je crois. On la voit souvent passer sur les réseaux, ils ont une pub de fou dessus.
Ok, peut-être, mais je t'avoue que la ville, la salle qui me présentait, ça me disait rien. Par contre, quand il me disait le blackout, je faisais ouais. Ça. Mais là-bas, effectivement, on est bien servi en Espagne, enfin au Portugal, parce que effectivement, on a le blackout. Ensuite, si tu remontes vers Lisbonne, Cascais, ça se dit, tu as le Mr Big Evolution, qui est une des plus grandes salles d'Europe. Elle fait, je crois, 5000 m², 420 machines. Pour l'avoir fait une fois, tu fais tes steps dans la salle. Super, vraiment. Et après, aux alentours et tout, on a aussi pas mal de petites salles qui sont des fois à 20 minutes, des fois à 1h20, mais vraiment des petits locales, des petits hangars. Parce qu'il y a une marque, par exemple, d'habits qui s'appelle Iron Beast, du coup, qui ont leur propre salle. Et pareil, la salle est plutôt bien équipée avec du prime. Donc en gros, on a une espèce de patate autour de nous, tu vois, où vraiment on a une bonne dizaine de salles potentiellement. C'est une qui ferme, qui peut être bien, etc. C'est beaucoup de salles indé, donc c'est pas forcément dit que c'est facile d'y accéder. Mais ça devient de plus en plus ancré dans le sport, le Portugal, pour le coup. Vraiment, tu te rends compte, même là, en étant en France et en étant au Portugal, les gens sont plus amenés à aller courir, à aller marcher le matin tôt, etc. Je pense que c'est le sud, ça. Ouais, c'est aussi un peu le sud. Le fait qu'en fait, tu es proche de la mer, tu as souvent tendance à plus facilement te montrer. Et tu veux avoir aussi un physique qui te le permet. C'est comme le sud de la France, souvent. Bien sûr, c'est ça. Et ça, on l'a vu. Et indirectement, les gens font plus de sport et ils paraissent aussi plus heureux et un peu moins aigris, tu vois. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui… C'est le soleil, ça. Ouais, c'est possible sur ça aussi. Et c'est quoi les mentalités du coup qu'ils ont au Portugal? Tu vois, par exemple, quand j'étais à Budapest, là-bas c'est très centré sur le sport, c'est très centré sur le physique, que ce soit sur l'entraînement, même sur la chirurgie. Ouais, la chirurgie. Si vous avez été au CITEC, vous avez dû voir que les meufs, elles sont… Voilà, même les gars aussi. Il y a beaucoup d'injections, il y a beaucoup de trucs comme ça. Puis ils sont assez froids aussi, c'est difficile de communiquer avec eux, où il faut vraiment faire ta place. Les Hongrois, ils n'aiment pas trop les étrangers. Puis après, leur langue, elle est aussi ils n'aiment pas anglais. Ils n'aiment pas parler anglais. Ça s'est pas forcément trop vu, mais c'est vrai que là-bas, quand tu es là-bas, ils parlent pas, ce qui n'est pas forcément plus dérangeant que ça en soi. Oui. Surtout quand tu es en mode pour une compétition et tout, c'est pas là que tu as envie de plus parler. Mais du coup, pour la compétition, c'était des Hongrois qui avaient une traductrice, ils étaient plutôt cool sur ça. Ils étaient jeunes peut-être? Parce que du coup, quand j'étais à Budapest, les jeunes étaient très avenants, très effectivement quasiment solaires quand ils me voyaient, quand ils me parlaient, etc. Et il y avait effectivement toute la tranche au-delà de 40-50 ans qui, eux, ne parlent pas du tout anglais. Et en fait, dès que tu allais vers eux, tu sais, c'était vraiment… c'est générationnel, ils faisaient non et ils se barraient. Genre moi, au début, dans les supermarchés, tu vois, je cherchais des trucs, j'essayais de demander, je cherchais du bœuf. Moi, je voulais du bœuf. Ouais, ça c'est difficile. Tu leur faisais peur, en fait, c'est ça. Et en fait, non, j'arrivais avec mon grand sourire. Puis je le voyais, non. Et il se barrait, mais tu sais, genre même la meuf du supermarché, tu sais, qui est là pour renseigner les clients et tout. Je vois, elle renseigne quelqu'un juste avant. Moi, je voulais demander un truc. Non, elle se barre. Elle n'avait pas envie. Mais les jeunes, par contre, étaient très… je m'étais fait quelques potes justement là-bas à Budapest. D'ailleurs, un gars que j'ai rencontré à Budapest qui s'est marié justement avec la meuf avec qui il était à ce moment-là. Donc j'ai vu ça sur les réseaux il n'y a pas si longtemps. Bon, je pense pas qu'il écoute le podcast, mais c'est la petite anecdote. Mais du coup, c'était un peu la vision que j'avais à Budapest sur les gens qui y vivaient, la dynamique autour du sport. Comment c'est du coup au Portugal? Je pense que la population un peu plus âgée, sincèrement, elle aime pas trop non plus les étrangers, mais c'est un peu normal en vrai. Je pense que c'est souvent comme ça quand t'es un peu plus âgé, j'ai l'impression que t'es un peu plus patriote et tout. Mais j'ai l'impression parce qu'ils parlent très très peu anglais. Tu te rappelles maintenant quand on allait chercher dans la petite épicerie et tout, ils parlaient pas du tout anglais. Non, mais par contre ils parlent français. Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont… d'étrangers, pardon, non, du coup c'est pas des étrangers. Beaucoup de personnes qui, en étant plus jeunes, donc notre âge, sont venues travailler en France ou en Suisse, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de Portugais qui font ça, ou au Luxembourg. Et celui que tu bosses du coup en Suisse romande, tu parles français. Donc ils sont vraiment capables de sortir des mots en français comme si ils étaient… Donc en fait, par contre, ils parlent pas anglais, mais ils parlent très bien français. Les jeunes, par contre, effectivement, parlent pas un mot de français, ils parlent très très bien anglais. Au point où en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que si on n'était pas ensemble et que chacun vivait au Portugal, je pense qu'on parlerait plus anglais que français. Bon, sauf pour les check-in du coup, parce que c'est quand même le plus… voilà. Mais si vraiment tu as ton métier là-bas où tu n'as pas besoin de parler en français, tu parles quasiment vraiment que anglais. Parce qu'à la salle, tout le monde parle en anglais, les coachs parlent en anglais. Et surtout quand tu es dans un domaine du bodybuilding, tu parles vraiment que anglais. Mais sinon, par rapport à si c'était avenant ou pas, moi je trouvais que par exemple à la salle,
c'est quand même une très bonne ambiance directement. Enfin, ils venaient parler. C'est même trop des fois. Des fois, comment tu t'appelles, nice to meet you, machin et tout, tu vois. C'était un peu comme ça. Alors que moi, en France, enfin, je sais pas si ça m'est jamais arrivé, tu vois. Sur une machine, quand tu tournes, on dirait comment tu t'appelles, enchanté et tout, tu vois. Ah, sympa et tout, tu vois. Mais très avenant. Et par rapport à la chirurgie, je pense un petit peu quand même au Portugal aussi. Un peu plus. Mais après, peut-être qu'on est un peu aussi biaisé. Proche du soleil. Ouais, mais on est un peu biaisé parce qu'il y a beaucoup de compétiteurs, compétitrices. Donc, tu te fais souvent la poitrine quand tu es compétitrice. Enfin, je dis pas que tout le monde, mais bon, c'est quand même assez courant. Puis les lèvres aussi un petit peu. Puis ça, en fait, je pense que c'est plus. Elles prennent très soin de leur apparence, quand même. C'est très bien habillé, elles sentent bon. Enfin, tu vois, c'est vraiment très propre sur soi quand même. Même les mecs en général à la salle, quoi. C'est quand même plutôt prendre soin de leur apparence. Il y a un peu ce truc-là, effectivement, de... t'as envie un peu plus de te montrer, tu vois, plus facilement en débardeur, etc. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Après, ils sont pas méchants, ils sont pas... Voilà, non. C'est plutôt même une bonne chose. Maintenant, de là à dire qu'on s'est fait des amis, peut-être pas forcément, mais en tout cas, ils sont dans la salle, on a l'habitude maintenant, on peut tourner facilement avec eux, etc. On fait partie du décor, on va dire. Donc, c'est pas un souci. C'est même des fois, effectivement, trop avenant dans le sens où c'est directement bonjour, clapper la main, etc. Tu vois, vraiment, limite l'accolade. Chose qui est moins présente, du coup, en France, qui peut aussi être un peu plus... un peu mieux, surtout quand t'as pas forcément envie. Par contre, ils sont plus compréhensifs au Portugal qu'en France, dans le sens où, si tu tires la tronche, le mec, bon, c'est une sale body, c'est le gars, c'est qu'il est en prep, vas-y, on te laisse ta priorité sur la machine, tu vois. Bon, ça arrive souvent en mode, ok, mais toi, t'es en prep, vas-y, t'as ta priorité, même si c'est pas ce que je veux. En France, t'es malade, ça va, tu dis pas bonjour. C'est un biais parce que c'est une salle de body. Oui, c'est ça. Bien sûr. Non, mais c'est ça. 100%. Après, on est aussi là pour ça, principalement. Même si effectivement, c'est pas non plus la salle ultra body, effectivement, comme à Ultraflex. C'est pour ça que Ultraflex restera toujours Ultraflex. C'est quand tu vas à Ultraflex, c'est du body. Et quand tu rentres, tu sens que c'est du body, tu vois. Si tu fais du bruit un peu, etc., c'est pas forcément trop grave. Là, les gérants, il est plus un peu dans le jujitsu que dans le... Parce que à partir du moment où tu as une salle, tu as une grande place pour du jujitsu et qu'ils agrandissent encore même pour ça, généralement, c'est pas une salle de body à 100%. Mais ça, c'est encore un autre débat, tu vois. C'est comme si tu allais... dans la piscine de Léon Marchand et que tu lui mettais un anneau d'athlétisme autour de sa piscine ou tu mettais une salle d'escalade, ça le fait chier. C'est un peu la même chose pour les body, mais malheureusement, c'est un peu un seul sport où on est obligé de partager avec d'autres disciplines, tu vois, comme le Aerox, comme le CrossFit, comme ce genre de choses-là. Aussi parce que la plupart des salles, ça leur fait vendre et un bodybuilder ne rapporte pas assez d'argent à la salle comparé à des cours collectifs. Un body, c'est pas rentable. C'est ça. C'est là tous les jours ou presque tous les jours, soit pour son entraînement, soit pour son cardio. Mais ça consomme pas forcément plus que ça, tu vois. Ça use le matos, ça fait du bruit, donc ça repousse aussi d'autres personnes qui sont un peu moins, tu vois, dans la DA du body. Ça peut effrayer en vrai. Ça peut effrayer complètement. L'adhérent rentable, c'est celui qui, en fait, va à la salle. Enfin non, c'est l'adhérent rentable, c'est celui qui ne va pas à la salle. Et qui a pris son abonnement 1 an d'avance. Mais de toute façon, toutes les salles, les prix justement des salles aujourd'hui, ils sont faits pour ça. C'est le pas trop cher pour que tu aies envie d'annuler, mais suffisamment peu cher pour que tu te dises « Ok, il faut que j'y retourne ». Mais en fait, tu te dis ça tous les mois. Et c'est impressionnant la statistique de personnes qui sont inscrites à la salle sans y aller. Surtout avec le marketing des salles orange. Oui. Pas que, les salles jaunes et les salles rouges aussi. C'est vrai. En fait, toutes les salles commerciales. Et vu comme elles mettent de plus en plus de personnes au fitness, tu vois, il y a de plus en plus cet effet de mode qui, de plus en plus, se lance et on a de plus en plus de personnes. Donc, c'est pour ça que nous, à Limoges, on est l'une des villes françaises où il y a le plus de salles de sport par habitant. Okay. Ah ouais. Il y a 5 ans, mais c'est vrai que ça a explosé. J'ai vu salle jaune, j'ai vu salle rouge, vous avez la orange. x2. Orange, on a x4, x5. x4. Oui. x4. Okay. Ouais, déjà rien que sur les salles commerciales. Après, il y a Limoges, vraiment en termes des villes. Vraiment. Pas tant que ça. Non, Limoges, comparé à Lyon ou comparé à. Ah non, c'est petit. Ah oui, c'est 10 fois plus petit. Donc, Limoges, c'est tout petit. Pour le nombre d'habitants, les salles, c'est abusé. Et ça fonctionne bien parce que c'est bien pour les étudiants. Donc en fait, je pense qu'ils ont bien compris, et je pense qu'au niveau des stats, ils ont vu que c'était très attrayant pour les jeunes. Donc les salles s'installent aussi où il y a des jeunes. Bah oui. Les salles aussi se développent
là où il y a de la demande. Les étudiants, et à gogo, c'est une ville qui tourne beaucoup au niveau étudiant. Ouais. Quand j'étais au Basic Fit, mon tout premier Basic Fit où je travaillais, au bout de 8-9 mois, il y avait déjà 5000 adhérents. La salle a été plus que rentable. Hein. C'était abusé. Il y en a qui s'entraînaient dans le vestiaire pour avoir de la place. Donc ils n'ont pas tardé à en ouvrir une deuxième. Hein. Ouais, c'est un effet aussi de c'est la première salle Orange. Ouais, c'était la première salle. Donc ça a beaucoup. Il n'y avait que des salles indées qui étaient des salles indées, mais qui ne pouvaient pas effectivement concurrencer un Basic Fit où il y avait du nouveau matos sur 2 étages, climatisé. C'était des trucs fous, quoi. Après, vous en avez peut-être déjà parlé, mais est-ce qu'il y a un objectif d'ouvrir cette salle? C'est compliqué, il faut des autorisations, il faut tout ça. C'est pas du tout l'objectif d'ouvrir le gym. Ici, ce sera toujours notre salle à nous. Ça pourra évoluer sur un entrepôt justement de stockage de machines, salle privée, perso pour nous, pour les tournages, etc. Mais la volonté qu'on a, c'est d'ouvrir notre première salle de sport ouverte au public avec nos machines lorsqu'elles sont finies. Et en fait, ça sera le business plan, le modèle économique, ça sera une salle de sport ouverte au public, mais également un showroom pour que les gens puissent tester nos machines et par la suite les acheter. C'est vraiment ailleurs, un endroit d'une salle vraiment spécialement faite pour ça. Ça sera une salle toujours en local. C'est ça. Au début, c'est toujours mieux. Un petit truc, genre 20 000 m². Sur 3 étages. Exactement. Et on mettra un peu de jujitsu. Et l'Aerox et un salle et un mur. Ça c'est bipé, hein, tu sais, quand tu dis ce mot, Aerox, là, ça bip. Ouais, ça bip. Les caméras, elles sautent. Maintenant, j'ai une vraie question pour vous deux, parce que là, on a bien rigolé et tout, mais question sérieuse. Réponse sérieuse. Si vous devez choisir entre le blackout et le Galois Gym, qu'est-ce que vous choisissez, sachant que le meet-up est samedi? Sachant que c'est encore possible d'annuler et que tu prévois d'en faire d'autres. Ouais, justement. Je compte jusqu'à 3, j'attends une réponse. Non, je vais répondre honnêtement comme je l'ai toujours été. Le blackout reste quand même. Et ben voilà. Allez, le meet-up se fera au blackout. Démerdez-vous pour aller convaincre le. Non, c'est pas forcément la même chose dans le sens où pouvoir s'entraîner au Galois Gym à l'année, ce serait dingue. Alors clairement, parce que déjà, on se retrouverait à s'entraîner entre passionnés, on pourrait se pousser, etc. Si on retrouve un réuni, un demi prime, avec des gros entraînements où c'est ce qui a fait connaître les frères gallois. Même là, dans le podcast, on ne voit même plus les bas de bodybuilding qui ont fait la renommée. À l'époque, on disait même les frères gallois et Florence, c'est ceux qui ont le plus de style alors qu'on s'habillait mais absolument à l'arrache. J'ai jamais compris comment les gens. Tu les mets encore? Tu les mets des pantalons bariolés, mais je les mets, j'en avais. Je reste par contre un peu plus maintenant sur le blanc et le noir. Je suis un peu moins dans le rouge, le bleu. Mais par contre, effectivement, bien sûr, je les mets. Et encore plus en prep. Je trouve que c'est là que c'est encore plus intéressant de le ressortir. Parce que justement, tu as l'air encore plus bodybuilder skinny dedans. Tu vois. Mais tu sais que tous les miens, moi, je les ai donnés. Wow. Je les ai donnés, genre. Ouais, je les ai donnés. Encore le rouge, je crois. Non, le rouge aussi, je l'ai donné. Putain. Et en fait, vu comme c'était quelque chose qui nous caractérisait, tu vois, et que les gens m'identifiaient beaucoup à ça. En fait, il y avait une valeur forte. Ils ont fait des ventes avec ça. Je pense. On attend d'ailleurs le retour du fabricant. Amazon. Et tu vois, par exemple, il y en a un que j'avais donné à Lucas Gouif. Oui, je sais. À la fin, comme une écharpe. On avait été marcher, il n'avait pas d'écharpe, c'est vrai qu'il faisait froid. Denu a dit on n'a pas d'écharpe, mais on a un pantalon bariolé vert. Ouais, pas de problème, donne. Et puis il avait entouré ça. D'ailleurs, il doit y avoir la miniature du podcast qu'on avait fait où on le voit avec le pantalon bariolé au niveau du cou. Ah oui, le vert fluo. Là, le vert fluo, ouais. T'es parti loin. T'as le jaune, non? J'ai le jaune, il passe bien encore. J'en ai un autre un peu excentrique aussi. J'ai l'orange, jaune et orange. Je l'ai pas pris. Le vert, il faisait mal aux yeux. Hein. Pour les gens qui ne voient pas, on n'a pas ramené là. C'est un pantalon. J'ai sorti le short et c'est très rare que je sorte le short. Il y a les veines qui débordent là. Ça. Un peu moins là, le repas il commence à être digéré, donc il y en a un peu moins. Mais oui, pouvoir s'entraîner dans une salle comme ça à l'année, ce serait dingue. Il manque juste au moins de ventilateurs, les gars. Un pec deck aussi. Il manque un pec deck. Ouais, mais quand t'as une Cybex comme ça, franchement. Ça sert à rien. Ça sert à rien.
2 sidebacks, pardon. Non, je sais plus si c'est toi ou non, vous n'avez pas été dans la il manque un peg deck, je sais plus. Ouais, mais c'est une phrase de fragile, ça. Quand t'as une sideback comme ça, t'as Oui, bah le ventilateur, c'est une phrase de quoi ça? Comment ça? de confort. Le ventilateur, et puis après quoi, tu veux le chauffage l'hiver aussi? Non, parce que moi, m'entraîner avec une doudoune, ça me dérange pas. Je l'ai fait à Ultraflex, ça passe. Ouais, mais quand ils ont rien aussi là-bas, Ultraflex? Ah non. Enfin, quand on y était, en tout cas, non, mais ils ont rajouté, je crois, non? Je sais pas s'ils ont pas quand même du chauffage, mais le problème, c'est qu'il fait tellement froid qu'en fait, il faudrait tellement chauffer que je pense qu'au bout d'un moment, ils disent bon, on va essayer de mettre une température qui régule plus ou moins. Il fait extrêmement froid. C'est pas suffisant. Mais c'est des hangars, donc en fait, il n'y a aucune isolation. Enfin, ici, on a l'isolation. Tu peux ouvrir, rien de plus. Tu peux ouvrir les portes, donc il y a vraiment l'isolation, c'est zéro. Mais c'est comme nous, ici, si nous on doit chauffer ou climatiser, ça serait bête. C'est impossible, ça va coûter tellement cher. Un gros ventilo, ça se négocie en vrai. Ouais, ça peut trouver, ça peut être bien. C'est pas le gros ventilo, tu le mets dans ta tronche. Tu prends un coup de froid, t'as la chiasse le lendemain. En vrai, c'est. Au blackout, tu en as, franchement, ça va encore, ça dépend. Faut s'y habituer. En vrai, là, je sais pas pour vous, mais moi j'ai plein de suivis. La clim, il la supporte pas, et donc ça dépend en fait s'ils mettent une clim hyper froide et tout, si elle est un peu trop. Faut la doser, si ça t'arrive dans la gueule, oui. Si t'es trop exposé. Il y aura jamais une situation qui conviendra à tout le monde. C'est ça. Il n'y aura jamais une salle qui conviendra à tout le monde non plus. Il y aura toujours un truc. Ouais, mais tu vois, même les gens, tu as la clim. Je me souviens au Basic Fit, celui de Limoges Nord, en fait, tu as une toute petite hauteur sous plafond. L'été, les gens se plaignaient, ils disaient ouais, c'est le frigo. Parce qu'en fait, tu rentrais, il faisait vraiment frais, tu vois, trop frais. Après, tu vas dans un autre Basic Fit, c'est rien. Tu vas dans un autre Basic Fit, en fait, la clim, elle souffle, mais il fait quand même chaud parce que tu as trop d'hauteur sous plafond. Donc, tu as la clim qui souffle, elle t'envoie un truc méga frais, et en même temps, il fait 30 degrés. Tu fais ton mouvement, tu te coinces un truc, En fait, c'est la réflexion, c'est ok, on peut faire un investissement, mais en fait, l'investissement, il va nous coûter une couille. Bien sûr. Et en plus, on ne sera pas beaucoup mieux que, à la limite, tu vois, si t'es sûr d'avoir une amélioration qui change la vie, ok. Tu vois, genre, tu mets une clim dans les bureaux, là, c'est bon parce que tu y vis, etc. Mais une clim dans la salle, il y aura toujours un truc, il va falloir la positionner, ça va souffler dans une machine. Tu peux jamais satisfaire tout le monde. Il y en a qui ne supportent pas la clim, comme je le disais. Il y en a qui vont avoir ils vont avoir forcément la clim, et sinon ils n'iront pas s'entraîner dans une salle. Le ventilo, pas le ventilo. Enfin, tu vois, il y a plein. Tu trouveras toujours un truc à dire. Le seul truc que tu peux, tu te prends une bonne bouteille d'eau, tu mets un bon intra-workout, tu mets des bons A, tu mets du sel, de l'eau de coco, puis ça passe. Transpire un peu, mais franchement, pas c'est ça, en vrai, dans tous les cas, moi c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il fait chaud. Tout à l'heure, il faisait, je crois, 37, un truc comme ça, en haut. Quand je m'entraînais, 37, c'est chaud. Hier, il faisait 40 aussi. Ouais, finalement, ça va. En vrai, tu t'entraînes. Moi, j'ai bien transpiré quand même. Ok, il fait chaud, mais c'est pas. Voilà, dans tous les cas, quand tu t'entraînes, ça doit être inconfortable. C'est-à-dire que si effectivement. En temps normal, t'as pas déjà du mal à respirer, c'est que ça va pas, tu vois. Aller chercher tout le confort, c'est pas toujours. À la limite, tu vas faire quoi? Tu vas un peu plus transpirer. C'est pas grave, tu compenses, tu bois un peu plus. Mais ouais, mais les fortes chaleurs. Bon, après, on sait que là c'est épisodique, mais des fortes chaleurs, ça peut vraiment aussi impacter ton intensité, ta respiration aussi. Et pour le coup, le malaise est souvent pas loin. Ceux qui suent très fort ou alors qui sont très hauts dans leur phase de masse, que je peux comprendre. Le rythme qui augmente très rapidement. Faut faire très attention justement en période de forte chaleur, doser les rières ou doser l'intensité de manière générale, doser le volume. Doser un bon intra, comme disait. Être sûr d'avoir des électrolytes, d'avoir ce qu'il faut aussi dans ton eau et pas y aller juste juste de l'eau. Non, là, il faut vraiment y aller avec quelque chose de sérieux. Déjà, il faut toujours faire un entraînement avec quelque chose de sérieux dans sa bouteille, selon moi. Mais encore plus quand il fait chaud comme ça et que tu continues à t'entraîner aussi fort. Ouais, mais tu vois, justement, si tu fais ça, peu importe la clim, pas la clim. Bien sûr, c'est ce qu'on disait. Tu vois, c'est. Après, les gens trouveront toujours un truc à dire. Il y aura toujours un truc qui va pas. Tu peux avoir la meilleure salle du monde avec la clim et tout. Il y aura toujours un truc qui va pas. Parce qu'il faut toujours avoir un truc sur lequel se plaindre. Je pense que les meilleures salles du monde n'ont pas la clim, à mon avis. Mais oui. On a la clim maintenant, ils nous ont installé Blackout. Alors, c'est dans un petit coin. C'est en bas, mais en haut, il y a une vraie clim. Au coin des gens, ça coûte trop cher. C'est un gouffre financier pour une salle de sport. En plus, quand tu as de la hauteur sous plafond, il faut mettre des pales pour renvoyer justement la fraîcheur. En fait, c'est une installation qui coûte tellement cher. Et après, tu vas cramer tellement d'énergie pour alimenter tout ça.
Faut avoir la centrale nucléaire. Sinon, un gros ventilo au mur directement. Oui, c'est ça en fait, c'est ce qui te redispatche après. Comme au blackout, du coup, il y a ça, il y en a, je sais pas combien il y en a, mais en tout cas, il y en a, ouais. Ah, mais c'est pour redispatcher justement. À la base, il n'y avait que ça. Eux, ils utilisaient vraiment ça pour mettre du frais. Et c'est vrai que ça faisait du bien. Mais quand on était la première fois en mars, qui faisait super chaud, et que là, tu es bien un peu plus haut dans ta phase de masse, tu souffres un peu plus, tu vois. Ça aussi. Surtout sur le cardio, en fait, c'est un peu. Il n'y a pas des combles, mais c'est vrai que le plafond, il est un peu plus bas. Ça tape directement quand tu es sur ton escalier et tout. Tu le sens bien passer. J'étais content d'avoir mon Stairmaster dans la période où c'était acceptable. Et après, mais ça va, ça passe. Moralité, faut pas être trop gras. Ouais. Moralité, ne dépassez pas les 30% de body fat. Non, faut y aller, 30%. Ouais, 30%, faut y aller. Mais oui, non, clairement. Non, c'est sûr que, alors, c'est pas pour vanter, bien sûr, le fait d'être lean, mais c'est sûr que hormonalement, tu seras toujours un peu mieux, etc. Mais il y a des phases où tu n'as pas le choix d'y aller. De l'optimisation et dans le bodybuilding, dans le sens où, effectivement, tu le vivras mieux en étant plus lean. Mais est-ce que tu progresseras plus vite? Ça sera encore un autre débat. Tout dépend de ce que tu recherches. C'est ça, mais après, comme tu dis, c'est dans le bodybuilding. Quel est le nombre de pratiquants qui vont même écouter le podcast, ou même la majorité des gens qui pratiquent le bodybuilding dans les gens qui s'entraînent? Tu vas dans une salle de sport, n'importe laquelle, t'as pas si tu as 20 body, tu en as vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Tu en as souvent bien moins que ça. Tu en as 2-3 par salle, vraiment grand maximum. On va péter les records avec le meet-up, clairement. Ouais, dans une salle de sport. Il y aura quasiment que des compétiteurs. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, 99,9999% des gens n'auront pas besoin de ça et pourront justement progresser sans avoir à aller chercher ce genre d'extrême-là, par exemple, de pousser aussi loin et subir par exemple les chaleurs. Ça, je suis plutôt d'accord avec toi, tu vois, mais c'est un discours qu'il faut être un tout petit peu, je pense faire gaffe, parce qu'en coachant des femmes, tu vois, elles vont vite être, et j'en ai coaché quand même un petit peu, tu vois, être un peu, se limiter justement dans leurs calories qu'elles vont ingérer, ou alors ça va être aussi l'inverse. Et du coup, ça va vraiment beaucoup les limiter dans leur développement de la masse musculaire. Et j'en ai beaucoup où, d'un coup, je leur mets des calories et je dis « Attends, fais-moi confiance, on va manger parce qu'en fait, là, t'as juste besoin de manger, tu vois. T'es lean et tout, il faut y aller. Et vas-y, on a mis 500-600 calories en plus. Alors, je dis pas qu'il faut le faire tout le temps. Mais tu vois, directement, ça leur fait développer un autre truc alors qu'elles ne veulent pas forcément faire de la compétition. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas forcément faire de la compétition mais qui veulent quand même avoir un très, très bon physique. Et en tant que femme, tu vois, les filles que je peux coacher, des fois, elles s'identifient à des personnes qui ne sont pas forcément dans des conditions de compétition, je parle des femmes, mais qui ont un très, très bon physique quand même, en off. Et ça demande quand même de pousser, tu vois, une prise de masse ou une sèche un peu plus loin pour arriver quand même à un physique qu'elles aiment, tout simplement, tu vois. Je dis pas de monter et je ferai jamais monter quelqu'un, tu vois, qui veut pas faire de la compétition beaucoup, vraiment haut en masse grasse, c'est parce que je sais qu'elles veulent aussi se sentir bien dans leur corps. Donc c'est pas le but d'aller dans des extrêmes. Mais tu vois, juste ne pas dire il n'y a pas besoin d'aller dans des prises de masse, parce qu'en fait, quand même, si, tu vois, c'est ce que j'ai remarqué, tu vois, par rapport même aux femmes. Et encore une fois, ça dépend de la rapidité aussi à laquelle ça dépend. En fait, c'est ça. Si tu atteins 20% en l'espace de 2 mois, oui. tu vas plus difficilement les encaisser, que ce soit au niveau du cœur, au niveau des articulations, au niveau du foie, au niveau de la digestion, que si tu montes à 20%, par exemple, en l'espace de... En étant cohérent 1 an et demi, là ça sera beaucoup mieux parce que tu auras laissé le temps à tes intestins de s'habituer, à tes articulations de s'habituer. Puis à ton corps, au regard aussi, à ton regard. Bien sûr, souvent ça et chaque personne aussi est différente. Et un 20% de body fat qui est atteint, et c'est possible, hein, en l'espace de 2 mois, et un 20% de body fat qui est atteint en l'espace d'1 an et demi par exemple, visuellement, c'est impossible que ce soit la même chose. Naturellement, bien sûr, j'entends. Hein. C'est impossible que ce soit la même chose et ton 20% qui sera atteint en 1 an et demi sera forcément mieux que celui qui est atteint en 2 mois parce que tu as laissé le temps encore de faire tout le process, de faire tout ce qu'il faut, d'augmenter tes charges, de faire du muscle. Et après, c'est une question bien sûr aussi de génétique et de tout ce qui va avec. Ça, c'est un truc que je fais plus du tout, tu vois. Je pousse plus du tout les gens aussi haut sur une prise de masse. Moi, je l'ai fait personnellement pour me rendre compte que justement, c'était pas du tout la bonne idée. Et aujourd'hui, j'ai aucun problème à monter les calories à partir du moment où les indicateurs montrent que c'est good. Ouais. Tu vois, ça aussi. Moi, si j'ai un tour de taille qui bouge de trop, non. Aujourd'hui, en fait, souvent, les gens viennent me voir pour ça, pour justement avoir un physique sec
et ensuite le garder en ajoutant de la masse. Et je vais ajouter des 12-13 kilos parfois à l'année, mais des tours de taille qui ne vont pas bouger, voire légèrement diminuer. Ça, on le retrouve beaucoup dans le body et même dans les anciennes générations de body où il y avait vraiment un off qui était vraiment poussé avec des grosses prises de masse. Et en fait, on passait d'un extrême très lourd à un extrême très léger sur la balance. Et aujourd'hui, en fait, on n'est plus dans ces extrêmes-là. Enfin, en tout cas, pour la majeure partie, on est plutôt sur plus d'extrêmes, mais recentrés et avec des petites variations. Parce que finalement, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir une prise de poids sur un an de 4-5 kg, mais de bien pris, et d'avoir un cut derrière qui est pareil, très bas et qui ne va pas faire souffrir la personne aussi pour autant. Donc c'est vrai que ça, je pense, c'est un truc très très body finalement. Après, le but, ça n'a jamais été de prendre du gras. C'est ça. Le but de la musculation, c'est pas de prendre du gras, c'est juste de prendre du muscle. Mais tu sais qu'au bout d'un moment, forcément, le gras, il va. Et c'est. Tu vois, c'est. Je ne veux pas leur mentir en disant bah non, en fait, tu vas rester super sèche. Parce que déjà, en tant que femme, être super sèche, c'est pas du tout bon hormonalement. Vraiment, je pense qu'on a plus à souffrir d'être très sèche que vous. Et enfin, je parle, même si mon expérience, toi, ça résume pas, ça va pas pour tout le monde. Mais là, post-prépa, on a dû quand même pousser la prise de masse pendant 9 mois. Parce que franchement, et j'ai vu la différence au bout de 6 mois. Alors que je commençais à avoir un taux de masse grasse, je me disais, bon, je suis pas super à l'aise, tu vois, je me mettrais pas en maillot de bain à la plage et je me dis, waouh, trop bien, tu vois. Mais alors là, du coup, tu rappelles, pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent, en fait, c'est que tu parles de ta prépa, c'est ça? Pardon, ouais. Donc, tu as fait une prépa l'année dernière? Ouais, l'année dernière, qui s'est pas trop bien passée, en vrai. Parce que justement, j'ai démarré trop grasse, et ça, c'est vraiment pas du tout, par contre, un conseil, tu vois, de démarrer une prépa trop grasse, mais j'étais suivie à l'époque, et c'est pas du tout une vision que j'adopte aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et on a dû tirer très 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 bas avec des calories très basses pour en fait récupérer bien sûr, le peu que voilà, on n'était pas à condition, mais en tout cas voilà, je voulais quand même amener ce qu'on pouvait quoi. Et par la suite, donc ça m'a quand même bien, tu sais, la perte de cheveux, tu te sens en fait, moi je me sentais déprimée de ouf pendant des mois, vraiment un gros down, surtout j'avais besoin de projets, j'avais besoin d'un truc auquel me raccrocher pour vraiment un peu ressortir la tête de l'eau quoi. Okay. Et ouais, c'est à partir de 6 mois de PDM où je me suis dit ah ouais, là je sens la différence. Je suis capable de remettre de l'intensité dans mes séances alors qu'avant le 0 RR, tu m'en parlais pas. Hein. Pendant 6 mois, alors que j'ai toujours mis beaucoup d'intensité, même si je suis pas au 0 RR, machin, voilà. Bref, on pourra parler de ça si jamais on en parle. Mais ouais, je suis capable de remettre de l'intensité, de me sentir mieux au quotidien, d'avoir juste d'être de nouveau bien dans mes baskets, tu vois. Ouais. Et même si je disais au bout de 6 mois, je me sentais un peu, je n'étais pas hyper bien dans mon corps, tu vois. Et c'est pour ça qu'à partir de 6 mois, parce que je me suis coachée seule post-prep jusqu'à 6 mois, et après je me suis dit vas-y, continue en fait, parce que j'ai envie de poser le mental. Et là, j'ai vraiment senti la différence. Genre, à partir de 6 mois, il m'a dit écoute, franchement, il faut qu'on pousse encore. Et parce que là, il faut que tu te remettes de tout ça et tout ça. On ne peut pas faire une sèche directement. Et je l'ai écouté et franchement, j'ai vu la diff, mais j'ai vraiment pris de la masse vraiment sur ces quelques derniers mois, tu vois. Et là, on est en sèche maintenant. Ça se passe très très bien et je n'en souffre pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai senti la différence là-dessus. Et je dis pas qu'il faut pousser sa prise de masse tout le temps. Il y a tout un contexte, c'est ce que tu veux faire. Si tu ne te sens pas bien avec... je dis pas de prendre 20 kilos, hein. Bon, c'est clair, c'est pas le but. Mais ouais, je pense qu'un petit peu, ça me paraît essentiel, tu vois. Après, bodybuilding, c'est un sport de toute façon qui est à part et qui est extrême et qui demandera d'aller au moins au début dans les extrêmes pour pouvoir progresser, que ce soit en termes d'intensité, que ce soit en termes de volume, que ce soit en termes peut-être de calories aussi. Tout dépend après vraiment de ce que tu recherches et à quelle vitesse tu veux pouvoir progresser ou être prêt par exemple pour une compétition, parce qu'aussi avec les calories, il y a une question de rentabiliser aussi les calories, parce que c'est bien d'avoir des calories, mais ça aussi ça ne fait pas tout, c'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre 12 kilos sur une année, mais qui sera entraîné très très fort, qui aura donné le maximum, et quelqu'un qui aura pris 12 kilos sur une année et qui aura juste fait confiance aux calories, n'aura pas le même résultat non plus. Parce que les calories, ça sera juste un petit indicateur qui te permettra d'être plus fort sur tes entraînements. Après, il faudra aussi rentabiliser du coup les entraînements. Je dis rentabiliser parce que je trouve que c'est assez facile à comprendre. Et en soi, prendre un 10-12 kilos sur une année, ça ne me semble pas flippant. Et encore une fois, le but, c'est pas juste de prendre du poids pour faire du poids, c'est là que ça intervient du coup du coaching et ce qu'on fait aussi, c'est visuellement comment tu bouges.
Parce que moi, le but, c'est que vraiment les gars, au fur et à mesure qu'ils prennent du poids, la taille paraisse de plus en plus fine, les quads progressent de plus en plus et les épaules progressent de plus en plus. Et du coup, amène le plus en X possible, ce qu'on recherche au final en bodybuilding, faire progresser ça. Si maintenant, par contre, effectivement, tu commences à avoir un tour de taille qui évolue et qu'en fait, ton dos, au fur et à mesure de la phase de masse, il paraît de moins en moins large, c'est justement parce que justement, ta taille trop vite, commence à aller un peu trop vite. Donc en fait, il y a ça aussi. Il y a une question de utiliser intelligemment les calories et les monter intelligemment. Parce qu'on parlait effectivement du 20%, mais c'est souvent dans les extrêmes, il y a peu de personnes au final avec qui je travaille qui montent jusque-là. Par contre, le seul avantage, c'est que plus tu pourras avoir des calories, plus tu pourras avoir de l'énergie et plus tu auras de la marge derrière pour ton cut. Pour ne pas te retrouver à cutter avec trop peu de calories parce que tu ne vas pas monter assez. Si tu montes effectivement ta phase de masse à quelque chose comme 4500 ou calories, ça te laisse une grosse marge derrière pour faire un cut plus proche des 3000 que si tu étais monté que jusqu'à potentiellement 3500 et tu serais plus proche des 2000 ou 2500 ou 2000 calories en sachant que derrière on veut pouvoir faire un cut qui est beaucoup plus rapide que la durée de la phase de masse. Le but après c'est de pouvoir remanger encore et progresser. Voilà un petit peu l'objectif. Mais là on parle vraiment d'un aspect qui pour moi est plus bodybuilding, même si j'ai des clients qui vont être lifestyle, ça représente une petite partie des personnes avec qui je travaille, la plupart sont vraiment bodybuilders et cherchent à optimiser au maximum du coup pour de la compétition. Donc on aura plus un aspect où vraiment on se dit le mot d'ordre c'est rentabiliser. Donc rentabiliser son sommeil, rentabiliser sa routine, rentabiliser sa digestion et ça passera aussi par là et ces petits ajustements là qui sont très, très importants. Maintenant il y a aussi une question de contexte. Plus la personne a de l'expérience, moins elle aura besoin de monter haut en body fat, mais indirectement en fait elle fera tellement de muscles que ça sera même plus difficile de monter en body fat sans manger des quantités complètement astronomiques. Donc au final juste simplement tu n'y vas plus parce qu'après sinon c'est la sangle qui en pâtit et en fait tu peux plus être performant durant tes séances parce que tu as du mal à retenir ta sangle et tu es moins gainé, etc. Donc il y a aussi une question de ça. Maintenant il faut toujours prendre tout avec des pincettes et regarder aussi l'expérience. La personne qui commence et qui se dit moi je sais que j'y arriverai comme ça, la plupart du temps il vaut mieux aller chercher un petit peu les extrêmes pour voir aussi ce que ça donne. Alors, on ne parle pas de se blesser, hein. Le but, ce n'est pas de se dire, mais pour avancer vraiment, effectivement, les RIR et podcasts, c'est écouté par, je pense, des hommes, des femmes de tout niveau confondus, je pense. Peut-être même des personnes qui ne font même pas de bodybuilding, sans doute. Aussi. On a même des non-binaires. On a des non-binaires aussi qui écoutent le podcast. On a 2% de non-binaires. Non, mais on a des personnes qui effectivement ne s'entraînent pas, qui ne font pas de muscu. On a plein de personnes aussi. Il y a des personnes qui font d'autres sports aussi. Qui écoutent le podcast. S'ils ne font pas d'aérox ou d'escalade, les pauvres. Non, malheureusement. Là, il faut du vélo, de la course. On les accepte pas. Ils sont. Tu sais, j'ai mis un filtre. Ouais. non, bien sûr. Après, je pense que de toute façon, tout sportif qui écoute là actuellement le podcast, peu importe le sport qu'il fait, quand tu veux vraiment être sportif de haut niveau dans un domaine, tout paraîtra de façon extrême. Pas pour la personne qui le fait, même pour moi actuellement. Même actuellement là en phase de prep en mangeant très très peu, c'est quelque chose pour la plupart des gens qui est extrême mais pour moi qui est totalement normal et je pense que c'est juste encore une fois une question de contexte et de à quel point tu es prêt à encaisser parce qu'on est très vite à se dire là c'est trop extrême pour moi, j'y arriverai pas etc. Et je pense que c'est une mentalité très un peu très française et qui bride un petit peu dans le sens où on a plus tendance à vanter tant mieux si c'est facile, ce sera plus simple d'y arriver. Et je pense que justement avoir des difficultés, ça aide justement aussi à arriver à quelque chose de beaucoup plus solide et le tenir aussi beaucoup plus rapidement. Donc des fois se faire un peu violence et savoir faire aussi la part des choses, ça peut être une bonne chose. C'est ce qui fait la mentalité finalement. C'est-à-dire que, là tu parles des extrêmes dans le body, mais pour des personnes, ça va être extrême juste d'aller s'entraîner 3 fois par semaine ou de traquer ses calories. Voilà, ça va toujours être là où tu vas placer ton curseur. Mais oui, dans ton cas, si tu veux vraiment aussi savoir qui tu es, donc connaître vraiment ton identité, ça va passer par se dépasser à l'entraînement, donc d'aller chercher ses limites, d'être dans une rigueur d'entraînement, d'être dans une rigueur aussi où tu tiens tes calories, où tu vas tirer sur une condition quelconque, et c'est ça qui fait vraiment la différence. Voilà. Faut pas être forcé à le faire, quoi. Faut le faire parce que Après, tu vois, tu dis que effectivement, quand c'est difficile, etc., tu y prends plus de goût, tu t'y accroches plus, mais aujourd'hui, moi, je suis convaincu que ça n'a pas besoin d'être dur, tu vois. Aujourd'hui, on a tellement de connaissances, tellement justement aussi de choses qui peuvent simplifier la vie que tu peux drastiquement diminuer la difficulté d'atteinte de l'objectif. Et justement, les gens ont tendance à faire trop de choses qui ne sont pas utiles. Donc forcément, en fait, pour eux, ça paraît compliqué. Ils fournissent énormément d'efforts. Mais en fait, quand tu te concentres uniquement sur
les choses qui sont vraiment essentielles, que tu mets tes efforts au bon endroit, Ouais. c'est-à-dire pousser tes séries, effectivement, d'un point de vue de la diète, avoir de l'organisation. C'est ça, en fait, quand tu te focalises vraiment sur les choses qui sont importantes, tu te rends compte qu'il n'y a que 2-3 choses qui sont réellement importantes et qui font une diff sur ta progression. Et en fait, quand tu te concentres sur ça, souvent tu te rends compte que tu as besoin de moins t'entraîner, souvent moins longtemps, mais tu fais vraiment les choses qui servent. Tu passes pas, voilà, t'arrêtes, tu fais plus de redondance, d'exercices de merde dans ta programmation. Donc oui, tu passes de 5 exercices pour le dos à 3, mais en fait, tu n'as plus cette redondance, donc tes séances, elles réduisent. D'un point de vue de la diète, tu t'organises différemment, donc tu en chies moins, tu gères mieux ton volume, tu gères mieux justement ta satiété. Et moi, tu vois, en coaching, j'ai énormément de personnes qui passent vraiment de ça, de ce truc du putain, en fait, j'en ai chié pendant des années et maintenant, c'est facile. Et surtout, maintenant, je progresse alors qu'avant, j'y arrivais pas. Donc, je suis d'accord pour la plupart des gens, ils vont avoir l'impression qu'ils font les choses bien quand ils en chient. Mais parce que c'est le no pain, no gain, tu vois. C'est ce qu'on a vu pendant des années en vidéo. C'est les gros body qui crient, qui s'arrachent la gueule, qui mangent du poisson et du riz dans des gamelles, qui sont là, qui se sentent pas bien. Des gars qui s'entraînent, qui vomissent dans des poubelles tellement ils sont entraînés durs. Voilà, il faut que ça soit le no pain, no gain. Il faut que ça te tape la gueule. Sauf que la vérité, c'est que si tu cherches ce chemin, je pense que pour 3/4 des gens, d'une, ils vont avoir plus de mal à tenir. 2, ils vont pas forcément avoir de résultats, donc ils vont avoir du mal à tenir. Et 3, en fait, ça va leur pourrir la vie parce que toute leur vie va tourner autour de ça. Et quand tu es pratiquant de body, comme toi, effectivement, c'est ton sport, c'est les gens que tu coaches. Donc effectivement, c'est normal que ça représente une grande partie de ta vie. Mais pour autant, tu vois, avant, tu as été au cinéma, etc. Donc Bien sûr. vous arrivez quand même à trouver un équilibre. Ouais. Mais il y a des gens, vraiment, ils vont en chier genre énormément, ils vont faire énormément d'efforts. Parce que les choses sont un peu mal faites. Ils vont rien faire d'autre que ça. Tu vois, leur vie, ça va vraiment être la muscu. Genre, tu fais quoi ? Je m'entraîne. Et en plus, tu vois, sur les réseaux, c'est relayé. Il y en a plein qui font des vidéos où en mode j'ai encore passé toute ma vie à la salle. Aujourd'hui, j'ai encore 3 heures à la salle. Mon moment préféré de la journée, la salle. Et en fait, ces gens-là, tu vois, ils s'engrainent dans quelque chose qui n'est pas forcément normal, qui n'emmène pas forcément plus de résultats. Et tu vois, on connaît tous des gens, ils vont à la salle 5 fois par semaine, 2 heures minimum à chaque fois. Ça fait des années qu'ils ne progressent pas. Bien sûr. Et tu disais 3/4 des gens qui ne tiendraient pas, mais même ce que tu as décidé toi, je ferais partie des gens qui ne tiendraient pas. Parce qu'en vérité, ça peut paraître difficile au début. C'est justement le but du coaching, c'est de rendre les choses faciles. Qu'est-ce que tu as réellement besoin ? Qu'est-ce qui actuellement va ? Faire une audite un peu de tout ça, se dire ok, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et rendre les choses simples. Au début, en fait, tout paraîtra difficile. Faire du montage, ça paraît super difficile. Tu l'as dit toi-même, maintenant tu vois, c'est super simple, tu vas beaucoup plus vite. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que il y a une part de difficulté au début parce que c'est normal, parce que ça te change ta routine, mais il y a besoin d'avoir ce truc-là au début qui te sort un petit peu de ton cadre un petit peu. Parce que sinon tu n'avances pas. Si tout est toujours la même chose, tu ne progresseras pas. Par contre, réussir à mettre au bon endroit, au bon moment les bonnes choses, sans te retrouver à devoir vomir dans une poubelle, sans devoir faire que ça, en mettant clair. Et c'est souvent ce que je vois, c'est ok, à quoi ressemblent actuellement tes journées ? Ok, très bien. Prends le temps de… Clairement, tu vois, c'est un conseil que je peux donner dans le podcast. Si maintenant, actuellement, les journées sont surchargées chez les personnes, juste le temps de se poser un moment, prendre un stylo, une feuille, dire ok, je me lève à cette heure-ci, je me couche à cette heure-ci, qu'est-ce que j'ai dans ma journée comme temps pour allouer à mes tâches ? Et en fait, c'est créer ces journées de la même façon que si tu avais des horaires de travail. Mais au collège, on se rappelle tous des créneaux de maths, de français. Exactement. En fait, tu fais exactement le même temps. Et en gros, tu emploies du temps. Et à partir de ce moment-là, tu vas dire ok, ça. Et tu vas peut-être te dire que ah oui, en fait, je perds du temps durant mes séances. Bah oui, mais voilà, le téléphone durant la séance, est-ce que tu en as vraiment besoin par exemple ? Ok, boum, tu as déjà peut-être, ça se trouve, gagné 15 minutes. Ok, les discussions avec Denis ou je sais pas qui à la salle, machin, qui te font perdre du temps, est-ce que tu en as réellement besoin par exemple, tu vois ? Et en gros, ça, après, tu commences à gagner du temps. Et tu te rends compte que c'est du temps de qualité que tu peux avoir, par exemple, et avoir quelque chose qui tourne, avoir quelque chose de très bien et pouvoir passer du temps quand même de qualité. Parce que du coup, effectivement, comme on a pu faire, comme tu as pu le dire avec le cinéma, mais ça demandera aussi des fois d'avoir des moments où il faudra passer plus de temps sur une tâche pour avoir plus de temps sur une autre, sans pour autant que ce soit quelque chose d'hardcore. Mais c'est rendre en fait les choses au début peut-être difficiles, mais la rendre après le plus, entre guillemets, simple et en fait
l'entraînement, ça doit rester, selon moi, ce que j'ai l'habitude de dire, quelque chose de fun. Genre, c'est-à-dire que tu dois aimer aller t'entraîner, tu dois aimer passer du temps et qu'il y ait une suite logique en fait à tes exercices et que tu les enchaînes de façon intelligente et que tu es capable. Moi maintenant, je vais m'entraîner 5 fois par semaine, mais j'adore m'entraîner et c'est avant tout ce qui me drive à faire de la compétition, c'est le fait que j'aime m'entraîner. Et pour les gens qui écoutent actuellement le podcast, si tu n'aimes déjà pas t'entraîner et que tu te lances dans une compétition, tu vas détester encore plus t'entraîner parce qu'il n'y a rien de pire que s'entraîner en mettant dans un régime hyper bas et genre sans énergie. Donc avant tout, il faut vraiment savoir d'où vient la passion et à quel point elle est présente ou non. Il y a des gens effectivement qui auront la passion sans forcément pour autant avoir besoin de repousser leurs limites et ça ira très bien. Moi, c'est vraiment la passion qui m'a amené depuis le début à m'entraîner, à concourir, à pouvoir coacher des personnes. Et c'est ce qui actuellement me permet encore de continuer de faire en sorte que je me lève le matin, j'aide encore des personnes, je cherche à les voir évoluer, à les amener au meilleur niveau et en même temps pouvoir gérer aussi la vie personnelle qui est quand même bien sûr très importante. Mais je pense juste un truc, je rebondis juste sur un truc tu vois, que tu as dit par rapport au fait de souffrir et tout. Mais je pense qu'il y a aussi une partie des personnes qui font de la musculation et qui prennent la musculation comme un peu une thérapie. Tu vois, elles vont utiliser la musculation pour vraiment un peu oublier leurs problèmes ou penser que ça va les aider, tu vois, vraiment passer au-dessus. Et ça, je pense, par contre, c'est une très mauvaise vision, tu vois, de la musculation. Parce que si aujourd'hui, on arrive à être tellement, tu vois, toujours optimiser toute notre routine et être hyper carré là-dessus, c'est parce qu'on aime ça. C'est tout, en fait. C'est juste parce qu'on aime ça. On souffre pas, en fait, de le faire. C'est pas un truc comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux, et même des fois des coachs, qui sont dans le bodybuilding ou dans la musculation parce qu'ils ont des traumatismes, et là, du coup, tu vois, ça devient un échappatoire, mais plus que ça, et ça rentre un peu dans le mauvais côté, tu vois, de la musculation, où en fait, tu te sens obligé de faire ça, de souffrir pour peut-être un petit peu, penser un peu à autre chose, tu vois, et pas à ce que vraiment tes traumatismes. Et vraiment, j'en vois plein, genre musculation ou bodybuilding, thérapie, machin. Et je pense que en fait, si vous avez eu un épisode traumatique dans votre vie, allez voir juste en fait un thérapeute. Mais la musculation, c'est pas fait pour ça. C'est pas ça en fait la musculation. La musculation, c'est prendre du muscle. Voilà, basta. Et oui, ça va te donner ça va te faire, tu vas être plus en santé. Ça peut aussi te faire te sentir mieux dans ton corps et tout. Mais le but, c'est pas ça, tu vois. C'est pas de te guérir. Le bodybuilding n'est pas une thérapie. C'est vrai. Si tu as besoin d'une thérapie, il faut aller voir un professionnel. Le mode d'emploi, c'est celui qu'on applique depuis des années finalement. Si on aime autant s'entraîner, c'est parce que depuis des années, on a appliqué aussi tous les principes qu'on vient de donner. C'est-à-dire pas des conduites extrêmes à l'entraînement, pas des séances de 5 heures, même si on l'a déjà fait par le passé. Je pense qu'il faut toucher les extrêmes. Il faut toucher les extrêmes. Pour que tu puisses après rebondir, te dire finalement ça, j'ai été trop loin et je peux pas le tenir, et je peux jamais le tenir. Le fait d'avoir touché les extrêmes, tu auras sans doute amené à un niveau beaucoup plus avancé que si tu ne les avais pas touchés et qui te permettent ensuite maintenant de pouvoir être sur quelque chose de plus light ou d'en faire un petit peu moins. Parce qu'effectivement, maintenant, effectivement, tu peux continuer à conserver un bon physique et des bonnes performances parce que tu as poussé aussi ces performances très loin. Si tu avais commencé directement par ça, est-ce que tu en serais là où tu en es actuellement? Pas forcément. Et c'est un peu les exemples qu'on voit avec des personnes effectivement sur les réseaux qui maintenant font complètement différemment, ils en font beaucoup moins, mais en même temps ils marchaient plus, etc. Est-ce que réellement, en ayant fait ça dès le début, ils auraient ce physique-là? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions. Il y a beaucoup de si et si, tu vois. Moi, je suis persuadé qu'avec la façon que j'ai de m'entraîner actuellement, si j'avais commencé dès le début, justement, je serais beaucoup plus loin que en passant par tous ces extrêmes. Parce qu'au final, ces extrêmes, ça a développé mes connaissances. Le fait d'avoir touché ces extrêmes, d'avoir fait toutes ces erreurs, c'est des choses qui m'ont beaucoup apporté pour le pro, pour le coaching, tu vois. Mais pour ma pratique, pas réellement. Et c'est plus quelque chose qui m'a ralenti au final que, tu vois, pousser des prises de masse vraiment très loin, etc. Tu t'es allé loin en plus. Hein. C'est des trucs. Non, mais on a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. C'est des trucs où c'est un extrême. C'est un extrême, mais en fait, le fait d'avoir été le chercher, ça m'a tellement ralenti. Bien sûr. Et en fait, nous, c'est ce qu'on dit souvent dans le podcast, c'est en fait tous les conseils qu'on donne, tout ce qu'on dit, la plupart des gens, tu vois, ils pensent toujours qu'ils savent mieux que tout le monde jusqu'au jour où
ils réalisent qu'ils ont fait l'erreur et qu'après, tu vois, ils disent « Ah putain, il avait raison ce con. » Tu vois, il avait raison. Et que du coup, après, ils donnent le conseil à quelqu'un d'autre en disant « Moi, j'ai fait cette connerie, alors ne la fais pas. » Et c'est là où il réalise vraiment qu'il y avait quelqu'un bien avant lui qui lui avait déjà fait cette remarque. Tu vois. En fait, toutes les conneries qu'on explique, qu'on dit, qu'on a faites, etc., les gens ne peuvent pas se sentir concernés tant qu'ils ne l'ont pas faites. Et tu as beau donner tous les conseils, tu as beau expliquer le pourquoi, du comment, le machin, le truc. Le gars, s'il continue, s'il est omnubilé par sa balance et qu'il fait la course à la balance, il va continuer à faire la course à la balance, même s'il écoute 20-30 épisodes de podcast où on dit qu'il ne faut pas le faire, jusqu'au moment où, effectivement, je sais pas, il va avoir un déclic, il va se trouver trop gras, ou il va se rendre compte qu'il a du mal à monter les escaliers, ou il va prendre son tour de taille et il va voir qu'il est plus large que son tour d'épaule. Voilà, il va avoir forcément un déclic, et là, il se dira « Putain, en fait, je comprends ce qu'il disait, c'est con. » Où est le formulaire pour travailler avec c'est ça, tu vois. Mais parce que c'est comme ça, tu ne peux pas te sentir concerné par quelque chose tant que justement tu ne le vis pas. Mais par contre, c'est pas forcément des personnes bêtes, par exemple. Tu vois, des personnes qui vont peut-être plus rapidement se dire « Ok, avant qu'il soit trop tard, moi j'ai vraiment besoin d'être cadré et qu'on me dise quoi faire les choses et je suis sûr d'avancer plus rapidement. » Ils avanceront toujours plus vite que les personnes qui sont bornées. Mais les personnes bornées, ce n'est pas forcément des personnes qui sont bêtes, parce qu'être borné, ce n'est pas forcément être bête, mais juste qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça et de se dire « Ok, je teste » et après se rendre compte que « Ah, j'ai perdu du temps. Ouais, mais ça, moi, je peux rien y faire. » Oui, bien sûr, c'est sûr que potentiellement, tu vas perdre du temps pour être compétitif et pour tout ça. Tu le disais, machin, etc. Tu disais, même les gens disent « Ouais, tu l'as déjà dit. » Mais ça reste de l'XP. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose de bien parce que au moins, ces personnes-là qui étaient bornées, quand elles arrivent ensuite en suivi, qu'elles se rendent compte que tout va beaucoup mieux, elles font beaucoup plus rapidement confiance et ça va. Et justement, ils disent ok, bon, voilà, moi, je ne veux juste plus faire d'erreurs, dis-moi ce que je fais, on y va. Et de toute façon, maintenant, on le sait, effectivement, pousser les prises de masse au-delà, on rigolait avec 20-30%. Pour la plupart des personnes, et souvent au-delà de 20%, c'est même déjà beaucoup trop. Parce que juste, en fait, les hormones, ils vont être complètement fucked up. Ta testostérone, elle va être, tu vas gagner plus de gras qu'autre chose. Et juste, tu vas être dans un cercle vicieux de… comme à l'inverse, plus tu es lean, plus le lean amène le lean. Donc plus tu es lean, plus tu as des chances justement que ça avance et qu'en fait, tu vas manger plus mais continuer à sécher. En fait, c'est un peu l'inverse sur le truc. C'est que tu vas plus forcément manger autant, mais continuer à faire du gras parce qu'en fait, simplement juste ton taux de testostérone, il est plus forcément aussi haut. Et en fait, hormonalement, c'est juste de la merde et ça sert à rien. Et ça a été beaucoup popularisé aussi par les Anglais sur ce genre de truc-là. Ouais. Et eux aussi ont bien compris cette erreur-là. Ah ouais, on le voit de moins en moins. Mais on le voit de moins en moins, mais on en voit encore certains. Ah, c'est la méthode anglaise, ça. Mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins maintenant qui font ça et que ce soit démarrer les preps très gras ou etc. Parce que juste simplement, il faut un bon équilibre. Il faut savoir pousser loin. Mais il faut, au fur et à mesure du temps, pousser loin et en fait, indirectement, pousser de moins en moins loin, mais pas pousser de moins en moins loin parce que, en fait, tu as compris que ça ne sert à rien de pousser loin parce qu'en fait, tu pousses de moins en moins loin parce que juste ton physique n'a plus besoin d'être poussé aussi loin, mais tu continues d'être bon quand même. Au début, effectivement, aller chercher par exemple un 3 plaques sur un développé couché par exemple, quand tu commences, si tu ne pousses pas ton gras, ça va être très difficile d'aller le chercher. Ou alors tu as des aptitudes, tu vois, parce que tu es stable. Et au fur et à mesure du temps, tu seras capable de conserver cette charge-là en perdant justement du gras. Et c'est justement ce fait d'être bon sur les mouvements en étant lean qui te permettra de conserver du muscle et d'être encore aussi fort. Mais au début, pour aller le chercher, il faudra quand même la stabilité sur les mouvements. Et pour avoir la stabilité, il faudra quand même mettre un petit peu quelques bouées sur les côtés, tu vois, sans pour autant que ça t'amène à un tour de taille qui est non plus absolument extrême. C'est qu'il y a une dimension aussi avec le body, c'est que quelqu'un qui veut voir ses abdos et qui pense avoir 5 kilos à perdre, on le dit souvent dans le podcast, il va en avoir le double, voire le triple. Quelqu'un qui veut faire maintenant une compète de body, il va en avoir le quadruple, si tu veux. Donc, il y a aussi cette dimension de… il va falloir pousser encore plus la condition. C'est ça. Après, il le quadruple, mais on ne veut pas démarrer par exemple… L'écart type, comme on a dit, il ne faut pas partir trop… on veut pas… et faire des moins de vagues il peut y avoir potentiellement le quadruple, mais tu vas déjà aller chercher jusqu'à à peu près le x2, tu vois, avec une pré-prep, puis un maintien. Et ensuite, tu as beaucoup moins à perdre parce que sinon, tu vas juste courir à ta perte, à une perte de gras. Et aussi, là, tu arrives sur une vraie timelapse et un vrai temps dédié. Et en fait, tu ne peux pas jouer au con et te dire « Ok, je vais essayer d'y arriver, etc. » Parce que évidemment, si le corps ne réagit plus ou ne répond plus, tu as cette timelapse qui t'attend. Et tu ne peux pas remonter pour ensuite redescendre si finalement, il ne te reste que 2 mois. Parce qu'en fait, juste, tu n'auras pas le temps d'arriver prêt. Et le bodybuilding, certes,
c'est le physique, mais c'est aussi surtout la condition. Et ça, c'est très important et c'est ce qu'on voit souvent sur les compètes de bodybuilding. La plupart des gens, c'est « Ah bah, je m'y suis pris trop tard ». Il n'y a pas que ça, il y a aussi que tu t'es pris trop tard, mais aussi avec beaucoup trop de body fat. Ouais. Tu vois, moi, je suis pas convaincu par le fait que tu doives ajouter du gras pour monter à 3 plaques. Vraiment, moi, je l'ai fait, j'ai fait cette erreur et aujourd'hui, je le fais plus faire. Que ce soit pour moi ou même pour les personnes que j'accompagne, c'est vraiment plus un truc que je fais. Et en fait, je trouve que les résultats sont même mieux comme ça. Parce que le nombre de personnes qui justement qui n'ont pas d'objectif de bodybuilding, qui dès qu'ils vont avoir un peu de gras, leur motivation va être impactée, le fait de moins voir rapidement les résultats va être impacté. Et surtout, pareil, avec l'évolution des études, etc., qui nous montrent qu'aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'être en surplus calorique pour prendre du muscle, justement, et que la différence entre quelqu'un qui va avoir un surplus plus important versus quelqu'un qui va avoir un surplus moins important, c'est juste qu'il y en a un qui va prendre plus de gras, mais ils vont prendre tous les deux autant de masse musculaire. Je me dis, en fait, autant avoir juste la masse musculaire, tu vois, sans le gras que tu devras perdre. Et oui, tu peux avoir des phases où tu peux avoir ton body fat qui monte un peu parce que tu pars en vacances 2-3 semaines, tu t'entraînes plus, tu te fais tu steps moins, tu manges différemment. Tu rentres, tu n'es pas à 20% de body fat, tu as pris quoi, 3-4 points de body fat, tu fais un mini cut, 2-3 semaines plus tard, c'est bon, c'est réglé. Mais ça, c'est des choses que je fais plus faire depuis maintenant très longtemps. Et en fait, le retour, c'est qu'il n'y a pas moins de résultats. Il n'y a pas moins de résultats, il y en a même plus, parce que les gens restent vraiment plus motivés, à leur physique. Connectés à leur physique. Ils perfent tout autant. Alors effectivement, je suis d'accord, les perfs monteraient plus vite si tu fais plus de gras, surtout sur un mouvement de poussée. Tu ajoutes du gras sur la poitrine, tu ajoutes du gras dans le dos, au niveau du creux du coude. Ouais, là, tu sais que les leviers deviennent plus favorables. C'est plus facile pour toi de progresser comme ça. Mais en fait, je préfère que les perfs montent moins vite, mais que ça prenne justement un peu plus de temps pour être sûr que tu prends que du muscle, sachant que tu ne feras pas plus de muscle en ayant un surplus calorique plus important. Parce qu'il y a beaucoup ça aussi, tu sais, les gens pensent que plus ton surplus calorique est important et plus tu vas faire du muscle. Mais en réalité, c'est pas forcément vrai. Enfin, c'est pas vrai du tout même. Et justement, je préfère que les gens restent lean, que même ils le deviennent encore plus, tout en rajoutant du poids. Et ça freine pas une vitesse de prise de masse, parce que tant qu'en fait les indicateurs sont bons, tu continues à up les calories, tu continues la stratégie comme ça. Et j'ai beaucoup de personnes qui vont prendre 10 kilos sur l'année, mais en restant lean, tu vois. En restant lean, en étant si même plus lean. Si tu as une bonne base, si tu es relativement propre, cette base de se dire, tant que tu vois tes abdos, tu la gardes et ça te donne aussi un repère. On pense aussi évidemment au tour de taille, tu vois, de toujours le contrôler, de voir un petit peu comment ça évolue, de prendre bien sûr tes photos pour voir un petit peu tout ça. Mais le mode d'emploi par rapport à ça, c'est d'être toujours vigilant par rapport à des éléments qui pour toi vont entacher ton physique. Si pour toi, commencer à avoir un voile sur tes abdos, c'est pas possible, arrête-toi évidemment à ça. On n'a pas besoin d'aller pousser, comme tu disais, avoir une petite bouée sur les bas-côtés. C'est juste trop, quoi, tu vois. Mais après, dans le body, il y a aussi quelque chose qui est différent du pratiquant qui, justement, ne va pas faire de body. C'est que le rythme de progression est aussi timé par rapport aux dates des compétitions. Tu vois, quand tu as 1 an pour faire ta phase de masse et ta prépa, effectivement, sachant que tu sors peut-être déjà d'une prépa où ton body fat il est pas très, il est très très bas, du coup il faut que potentiellement tu le remontes. C'est sûr que là la façon de faire elle est différente. Et c'est contextuel, tu l'as déjà dit. Ouais, c'est contextuel. Et effectivement la stratégie va être différente parce que tu as une période donnée pour maximiser aussi la progression. Mais c'est peut-être pour ça aussi que tu vois qu'on a des visions des choses qui peuvent être un peu différentes sur la façon dont on programme pour ceux qu'on accompagne. Mais je ne sais même pas si c'est tellement différent, en vrai. Parce que quand tu parles, tu vois, évidemment que le but, c'est pas de passer de A sèche ou poids ou maintien et je te rajoute 1000 calories, mais jamais de la vie, c'était ça.
C'est vraiment pas ça, tu vois. C'est juste, en fait, on continue. Si à un moment donné, on a pris un peu trop de gras, tu vas sûrement recomprendre, parce qu'en fait, juste ces calories, tu vas les laisser un peu plus de temps sur la prise de masse. La prise de masse, c'est pas augmenter toutes les semaines et voir absolument le poids sur la balance qui augmente. Je pense pas que c'est... Enfin, tu vois, c'est pour ça que je veux quand même que... Enfin, c'est pas du tout la vision. Mais je pense peut-être que la maintenir un peu plus de temps, peut-être que ce que vous dites, tu vois. Et alors, arriver à un stade de masse grasse peut-être un peu plus important, mais ça doit vraiment se faire sur la fin. Et c'est parce que là, tu sentais que le corps, il en avait besoin ou quoi. Mais le but, c'est pas de devenir gros. Enfin, bien sûr. Sur les quelques kilos que tu prends en trop, à la fin, tu vas les perdre en mais c'est souvent de la flotte, c'est souvent de l'inflammation. Et puis sinon, le coaching, ce serait simple, c'est OK, ton poids du corps, il ne monte pas, on met des calories. Non, c'est pas ça. Oui. Tu vois, on regarde effectivement où en sont tes performances, comment tu te sens. Et arrive des moments où en fait, tu as une phase où OK, actuellement, ton poids est descendu, mais finalement, ta semaine n'était pas comme prévu. Tu as marché plus que prévu, tu as eu un peu plus de stress. Donc en fait, est-ce que ça vaut le coup de remettre des calories? Non. On laisse la semaine, on regarde comment elle est. La semaine d'après, le poids est remonté. Ben voilà, c'est bon, tranquille. Par contre, effectivement, si la semaine d'après, il descend encore, mais que la semaine a été bien, là, ça peut être intéressant effectivement de remettre des calories, juste pour qu'on s'assure en fait que tu sois en surplus ou au moins en maintenance, pour être sûr. Parce que le but, ce n'est pas non plus de courir à un poids qui baisse, parce qu'automatiquement, un poids qui baisse au bout d'un moment derrière, ça veut quand même dire que tu ne manges pas forcément assez. Et que tu es en déficit. Et que tu es en déficit. Et du coup, il y a toujours cet aspect, comme on disait, de rentabiliser correctement tes séances et avoir l'énergie pour. Donc, du coup, tu mets des calories. Mais encore une fois, le surplus calorique, c'est très très rare, à part un post-mini-cut, de balancer 75 grammes de carbs, ce qui va représenter effectivement 350 calories. Un peu moins. Un petit peu moins. Un petit peu moins, parce que 200, effectivement. Comparé à effectivement quelque chose comme 25, ce qui est plus souvent le cas et ce que je mets en place, c'est OK, le poids descend, OK, à 25, plus potentiellement des lipides un petit peu derrière, ou des protéines si vraiment il y a besoin parce que les glucides sont déjà très hauts, ce qui est plus souvent le cas. Voilà, tu seras jamais à... Tu peux très bien démarrer à 3000 calories et finir à 4000 par exemple, 700 si tu en as besoin, mais ça va se faire en l'espace de, comme on a pu dire, un an et demi. Sûr, ouais. Donc en fait, au final, tu ne te rends même pas compte et en fait, tu arrives sur un physique où effectivement tu as pris 10-12 kilos. Certaines personnes vont réussir à tirer les phases de masse un an, voire plus. D'autres personnes, au bout de 8 mois, ça suffira. Et en fait, encore une fois, ça dépend de chaque contexte, de chaque personne. Mais effectivement, quand tu es sur un aspect bodybuilding et que tu as cet aspect de dire OK, tu veux concourir dans les 3 ans, tu ne peux pas te permettre de perdre forcément du temps sur ta progression. Donc effectivement, tu auras des moments peut-être où tu vas manger effectivement peut-être un peu plus rapidement, mais sans forcément que ce soit une mauvaise chose. Parce que derrière, il faut aussi avoir cet aspect de se dire les calories ne font pas tout. Et si on monte les calories, c'est que derrière, on va dire c'est le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tu vois, des calories en plus, ça veut dire qu'il faudra se donner encore plus à l'entraînement et que tu puisses justement t'en servir pour aussi ça. C'est-à-dire l'entraînement fera une grosse partie de la progression. Les calories, ce sera juste le moteur pour y arriver et pour continuer à progresser. Après, il y a une différence aussi fondamentale, c'est que le compétiteur, derrière, il va faire une sèche. Bien sûr. Alors que, en fait, le pratiquant lifestyle, à partir du moment où il est lean, c'est prise de masse à vie. Enfin, c'est très léger surplus calorique. Parce qu'en fait, il va rester. Phase de mini-cut très court. Il va rester Bien lean. sûr, c'est ça. Il va rester lean et il va ajouter de la viande et il va faire que ça, en fait. Et il va rester propre. Il va faire les choses doucement, mais il ne va jamais repasser par une case de déficit qui soit comme tu peux faire en prépa, bien sûr, même une pré-prep. Donc, effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le timing est différent. Quand tu fais de la compétition, c'est timé par une échéance plus courte. Quand, justement, tu es un pratiquant, que tu es propre et que, justement, tu continues à prendre du muscle en restant propre et que ta situation, elle te va comme ça, en fait, tu sais que tu ne vas jamais repasser par la case déficit. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, sauf, soit tu rates ton truc, tu montes trop les calories, ou soit tu vas par exemple en vacances, etc. Et là, tu fais un mini-cut. Et en soi, logiquement, tu n'as plus jamais à repasser par une case de déficit. Donc, tu restes que en fait, dans le bon côté du surplus, le côté où tu ajoutes du nouveau tissu, tu restes lean, tu n'as pas de restriction au niveau des calories, mais tu n'es pas non plus à galérer à manger tes calories, comme tu disais tout à l'heure, subir la chaleur quand il fait trop chaud. C'est en fait la situation idéale, c'est la situation dont tout le monde rêve un peu, quoi. Moi, j'ai bien aimé la dynamique de
justement, on a un plan et donc on s'y tient. Donc si on dit, voilà, on fait une phase de masse pendant tant de mois, etc., on s'y tient. C'est-à-dire que les données, bien sûr, elles doivent aller dans un très léger surplus calorique. S'il y a des plateaux, c'est très bien et on agit sur une forme de recomp. Mais on garde quand même ce rythme-là. On ne doit pas avoir des phases de je suis en surplus, hop, je diminue un petit peu en poids, fais chier, j'attends un petit peu avant de remonter. Voilà, il faut quand même être toujours dans une dynamique où si tu pars sur une phase de masse, tu l'as mis dans une temporalité où tu te dis voilà pendant 10, 15, 20, 30 semaines, j'applique un surplus calorique. Voilà. Moi en gros c'est ce que je conseillerais vraiment au minimum, c'est au moins minimum 30 semaines, surtout en plus. Surtout un surplus calorique, l'idée c'est de le pérenniser de plus longtemps. C'est ça. Ouais. Voilà, minimum vraiment 30 semaines, si tu peux aller plus loin, tant mieux pour ça. Après effectivement, le seul point en étant comme ça sur une phase de masse très très longue et sur plusieurs années, c'est vraiment le truc de se dire ok, est-ce que beaucoup de gens ont en termes de crainte, c'est effectivement la balance au jour le jour. Ok, là, j'ai perdu du poids. Est-ce que je mange assez, etc. Et il y a très peu de personnes qui vont réussir vraiment à faire cet aspect-là de phase de masse sur plusieurs années, etc. sans passer par une phase de mini-cut parce qu'elles vont être, si elles ne sont pas suivies, parce qu'elles vont être directement stressées par la balance au jour le jour. Je dois remettre des calories, etc. Et peu de personnes traquent réellement correctement leur data et savent prendre vraiment en compte les choses importantes pour garder une phase de masse. Sur vraiment 2, 3 ans, 4 ans, tu vois, sans devoir passer derrière par une phase de mini-cut. Après, effectivement, pour un type lifestyle, comme je peux avoir, effectivement, même encore là, ce sera un lifestyle vraiment poussé, on est à la limite presque du compétiteur. Et ça ne sera pas exactement la même chose. Effectivement, la phase de surplus ne sera peut-être pas autant poussée, on n'a pas la même time-lapse. Et je pourrais être aussi plus à écouter le OK, là, j'arrive vraiment plus, j'aimerais qu'on cut, comparé à, effectivement à un compétiteur où on se dit OK, mais là, tu vois, un mois de plus, et même si c'est ne serait-ce que 200-300 grammes en plus sur scène, c'est peut-être 200-300 grammes en plus qui font la différence sur ton compétiteur. Donc si on voit que ça va, etc. Donc c'est pour ça que moi, et quand j'avance avec quelqu'un, il y a vraiment une vraie time-lapse pour que la personne puisse aussi se dire « Ok, combien de temps il me reste ?» Actuellement, effectivement, je mange, etc. Je vois qu'il me reste un mois. Bon, ok, ça va. Et je suis beaucoup moins sur, effectivement, ce qu'on disait, le fait de galérer à manger. Parce qu'il y a cet aspect optimisation derrière. Dès qu'il y a une galère de manger, c'est OK, à quoi ressemble ta diète? Ou du moins, c'est moi qui l'ai faite. Et dès qu'il commence à y avoir des signaux de j'ai du mal à manger, directement, on adapte quelque chose sur la diète. On va essayer d'avoir un peu moins de volume, on va essayer de mettre un peu plus de dattes, de figues, tu vois, des choses qui prendront un peu moins de volume. Donc en fait, il y a toujours cet aspect de on peut chercher l'optimisation partout, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur les exécutions, que ce soit sur la diète, que ce soit sur ton sommeil, pour à chaque fois continuer d'avancer. Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que ce truc-là de galérer à manger en phase de masse, c'est quelque chose que se faisait beaucoup dans le temps. Et maintenant, effectivement, avec tous les aliments qu'on a et tous les hacks et les trucs qu'on peut avoir, tu te rends compte qu'effectivement, juste ne serait-ce que des fois, juste laver ton riz, par exemple, tu vas beaucoup mieux le digérer. Du coup, ce sera beaucoup plus facile de monter en plus grosse quantité, par exemple, ton riz et du coup, de mieux le digérer. Ou justement, de timer aussi mieux tes repas. Et en fait, il y a toujours un moyen d'optimiser. Et arriver à cet aspect où tu ne peux plus manger, c'est extrêmement rare parce qu'en fait, juste, tu vas goûter un repas, tu vas splitter un peu mieux, etc. Tu vas monter autre chose. Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, il y a toujours quelque chose à optimiser pour arriver quand même à un bon résultat. Et ça passera justement par l'optimisation de quelque chose, de la routine, du sommeil, de quelque chose, parce qu'il y aura toujours vraiment quelque chose, cet aspect effectivement en phase de masse à en crever. Et c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est que souffrir de la chaleur, ça sera vraiment dépendant de chaque personne. Parce que même moi, en très haut en phase de masse, je ne souffrirai pas plus que ça de la chaleur. Je n'ai pas non plus à transpirer comme pas possible. Il y a des personnes qui sont extra lean, qui vont souffrir comme pas possible de la chaleur, tu vois, parce que juste en fait, c'est comme ça dans leur nature. Et ce n'est pas forcément juste une question ni de calories, ni de digestion, ni de… Encore une fois, c'est une question de génétique au final, tu vois, c'est un peu comme tout, quoi. Justement, ça peut être bien de donner des exemples un peu concrets par rapport justement aux phases, mais même toi, Ophélie, de là où vous êtes passé, donc jusqu'à combien vous êtes monté en poids, si vous avez fait du coup une pré-prep, donc en faisant un premier cut et après faire une phase de maintien, puis après repartir sur la dernière phase de cut. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. À propos de quoi? De ce qu'on a déjà pu faire? Ouais, là, pour le coup, toi là, actuellement, ce que tu as fait, et puis Ophélie l'année dernière. Parce que du coup, tu en as un peu parlé, mais tu étais à combien? Tu es arrivé à combien? Je pense que ça peut être intéressant de donner des exemples pour ceux qui nous écoutent. Donc, avant de faire la prep, j'ai fait en tout 2 prises de masse. Première où je suis montée à 65-66 kg. Rappelle ta taille? Ouais, 1m64. Okay. Mais tu vois, là, pour le coup, je trouve que c'était monté trop gras, pour rien. Tu vois, là, mais c'est pas en fait qu'une question de poids, c'est une question que j'avais pas le niveau pour moi, tu vois, à la salle et tout. T'avais pas le retour, l'expérience de monter aussi haut. Ouais, pas les charges, pas la force, pas…
rien le recul, tout simplement. et ne justifiait ces calories-là, tu vois, forcément, même si c'était pas des calories non plus extrêmes. Et deuxième prise de masse, donc c'était avant de faire ma prep. Là, je suis montée à, je crois, 63 ou 64, un truc comme ça, mais clairement trop grasse. J'ai quand même eu 27 semaines de prep, donc c'est quand même une prep longue. Je suis descendue à 51,8, je crois, au plus bas. Mais en fait, il y a eu une phase de stagnation, donc j'avais pas trop compris pourquoi ça ne faisait pas bouger les cales, tu vois. Mais en fait c'est juste ça, c'est quand tu commences à perdre 7 kilos, je parle pour une femme, et qu'en fait sur le physique tu vois pas vraiment la diff, tu vois, tu te dis je suis pas sèche quoi. Là ça commence à me stresser de ouf, tu vois. Là je me disais, moi j'ai fait comme ça avec quelqu'un, j'ai envie d'être prête sur scène, je fais tout. Moi tu me dis je mange, tu manges, je mange, tu me dis tu manges pas, je mange pas, tu vois. J'ai pas de problème avec ça, ça fait plusieurs années, tu vois, que maintenant on s'entraîne et qu'on se connaît, on a toujours eu cette routine-là depuis qu'on est ensemble, ça fait 8 ans maintenant, tu vois, donc c'est quand même partie de notre routine et de notre train de vie. Et ouais, là, c'était juste parti trop gras. Et du coup, on avait dû descendre à des calories qui étaient assez basses. Enfin, voilà, je crois 850 calories à la fin. Ouais, tu dis un truc à 5 à 7 kilos. Ouais. Et ça se voit pas sur ton physique, effectivement. Pour une femme, disons que ça se voyait, mais j'étais pas. Enfin, moi, je savais la condition que je voulais amener. Et là, je me disais, ouais, mais je suis encore loin. Là, ça va pas du tout. Et en fait, ce que je veux dire aussi par là, c'est que plus tu descends, plus tu dois tirer sur la fin, quand tu dois perdre encore, parce qu'on a perdu 5 kilos encore vraiment sur 10 semaines. Là, tu perds du muscle. Parce que là, t'as beau t'entraîner tout ce que tu veux à la salle, mais quand t'as 850 calories pendant des semaines. Ah, puis tout est altéré à ce moment-là. Mais t'es fatiguée de malade, j'étais vraiment très fatiguée. J'avais des pas, genre j'étais à 25 000 steps, un truc comme ça. J'avais du cardio à un moment donné aussi. Non, mais tu peux pas, en fait, juste tu peux pas. Tu peux pas, tu sais, le temps, tu peux pas le rattraper, en fait. Il y a un truc qui fait que les calories sont quand même importants. Et oui, tu vas descendre bas, et si tu fais bikini, tu vas descendre bas. En calories, on n'a pas. Surtout en tant que naturel, tu n'as pas des physiques extrêmement musclés. Donc ça demandait de descendre plus bas qu'une figure ou qu'une bodybuilding, tu vois. Mais tu ne devrais pas avoir à tirer 10 kilos sur la fin. C'est pas possible. Parce que ton physique, là, il est plus en capacité de tirer ça. Parce que tu as accumulé trop de fatigue. Sachant qu'on a fait tomber 5 kilos en 10 semaines, ce qui pour une femme est absolument... c'est sur la fin, c'était beaucoup. Stratosphérique. Donc, au total, tu as perdu 17, 15, 16, non, j'ai pas lu le compte. 64, un truc comme ça, non, à 51,8. 13. Ouais, 12. 13 kilos, ouais. 12 kilos, ouais. Okay. Donc effectivement... Sans que ce soit suffisant. Sans que ce soit suffisant, oui, c'est ça. Que généralement, on veut plus ou moins, lors d'une phase de prep chez un homme, entre 12 et 15, 17, de perte. De perte, en sachant qu'avant, il y a eu tout ce qui est pré-prep, etc., mais vraiment sur une prep. En sachant que quand tu as ça à perdre, généralement, c'est que déjà, tu démarres quand même assez lean. Donc c'est pour se rendre compte, effectivement, les personnes qui… Ça, c'est très intéressant. Ouais. Déjà, c'est ça. Okay. Parce que typiquement, moi, là, la phase de prep où je suis actuellement, je suis à 74 et j'ai démarré à… 83, non Non, j'étais plutôt à 87, 88, je crois. Ok. Sur la pré-prep, donc c'est ce qu'on disait, plus ou moins une quinzaine de kilos, c'est totalement cohérent, en sachant que tu vas chercher à les faire tomber le plus rapidement possible au début. Moi, j'ai tendance à dire que les 10 premières semaines de prep, c'est un peu les plus importantes, où on veut vraiment aller à fond. Puis tu as du rythme, tu peux mettre du rythme, tu n'es pas à la fatigue encore. Exactement. Tu peux encaisser, et après, tu es le plus gras, tu as le plus… Et après, quand tu vas commencer à rentrer dans les… ce que j'ai l'habitude de dire, c'est les 1 digit, donc tout ce qui va être 9, 8, 7 weeks out. Là, il faut commencer à être un peu plus… ça va continuer à descendre, mais commencer à faire un peu plus gaffe. Ce n'est pas à ce moment-là, par exemple, que tu vas balancer du cardio parce que justement, là, tu as de moins en moins à perdre. Et si tu commences à avoir un rythme un peu plus cool de 400, 500, 700 grammes par semaine comparé à peut-être 1 kg, 1 kg 2 avant, et ce n'est pas forcément trop grave parce que tu as pris de l'avance. Et ouais, c'est ça. Si tu as une quinzaine de kilos à perdre, tu vas améliorer la condition, tu vas aller jusqu'à 17 plus ou moins aller sur la fin. Les 10 premières semaines, si effectivement tu fais tomber plus ou moins entre 8 et 10 kilos, ça va te laisser plus des masses à perdre sur une timelapse très très short et du coup aussi beaucoup moins de stress. Et en fait, ce qu'on expliquait avant, c'est que le lean amène le lean. Donc tu es lean, donc ton physique va vouloir être plus lean sans forcément faire autant d'efforts, etc. Et encore une fois, là pour y arriver, ça passera par une optimisation de la routine aussi. C'est pour ça que se lancer dans une prep et commencer à avoir une bonne routine quand tu rentres en prep, il ne faut pas s'attendre à faire la prep du siècle ou il ne faut pas s'attendre à continuer à gagner du muscle. La prep, c'est juste une continuité en fait, de la phase de masse. Et qu'est-ce qui fait actuellement que ma prep, en fait, elle est aussi simple? C'est que la seule chose qui a changé actuellement, c'est le fait qu'en fait, mes tubes sont moins remplis qu'avant.
C'est la seule chose qui a changé. Je me lève à la même heure, je me couche à la même heure, je mange la même chose, juste en quantité moindre. Et j'adapte mon énergie en fonction des jours que j'ai. Mais je fais en sorte d'avoir l'énergie qu'il faut pour avancer, même si je ne l'ai pas. C'est simple que ça. Ouais, tu ne te dis pas que tu es en déficit et que tu vas subir ton déficit. Non, et puis j'aime ce que je fais. Je ne souffre pas de ce que je fais. J'aime m'entraîner, j'aime ça. Je suis aussi un gros avantage, effectivement, ce qu'on disait, aussi beaucoup occupé par le travail, etc. C'est une bonne chose, bien sûr, et j'y pense pas. Et même si jamais je ne suis pas occupé, c'est moi qui l'ai voulu et c'est personne d'autre. Et du coup, j'avance de cette façon-là. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. On parlait dans un podcast justement avec Florentin, big up pour mon podcast, No Limit Nati Podcast, si jamais pour les gens qui l'écoutent ou qui voient. C'est vraiment que, il faut pas. En fait, c'est juste, si tu te dis, ok, là, je suis dans une routine incroyable, ma prep se passe très bien. Imagine à quel point avoir la même routine en phase de masse en ayant plus d'énergie et de calories peut t'amener encore plus loin. Et c'est souvent ce que les personnes n'ont pas, c'est qu'ils prennent la phase de masse un peu en mode ok, bon, c'est bon, j'ai 3 ans, je suis tranquille, etc. C'est le off, on est cool. Je mettrai ma routine lorsque je serai en phase de prep. Pire chose. Parce que si tu as cette routine-là déjà bien en phase de hors-saison, tu exploses tout. Mais surtout parce que tu as des calories, tu as de l'énergie, tu es vigilant à tout ce que tu fais. C'est là où tu fais la viande. Hein. Puis surtout si tu attends une phase de prépa ou une phase de j'en sais rien, de te dire bon voilà c'est bon, j'ai 6 mois devant moi, je vais commencer à mettre mes habitudes. En fait c'est la pire chose. Tes habitudes rester, tu sois en phase de déficit, si tu veux des bons résultats, oui. Il faut, bien sûr. Il faut. Moi, je retiens 2 choses quand même. Donc, c'est le fait de ne pas partir trop gras lorsqu'on veut faire une prépa ou une perte de gras. Et aussi l'agressivité des premiers kilos qui peuvent être stimulants parce que pas de fatigue, etc. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un truc qu'on relaie beaucoup. Parce que les gens ont souvent tendance à dire ok, je vais y aller cool, etc. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Au début, il faut drop. Balancer un moins 1000, 1500 calories, encore une fois, parce que tu as démarré assez haut en calories. C'est pas quelque chose de choquant quand tu commences une prep parce que justement tu vas pas t'en rendre compte, tu vas pas souffrir de la faim, tu vas pouvoir mettre même du cardio quasiment dès le début et ça va drop et à partir du moment où il va commencer à y avoir de la fatigue, soit phase d'ajustement, soit non, ça fait juste partie du jeu et la fatigue en fait fera partie du jeu, il faudra continuer à avancer et à partir du moment où tu auras tellement avancé en fait que tu n'auras même pas plus le temps de te rendre compte de la fatigue parce qu'en fait ton métabolisme sera habitué en fait à tes calories mais va continuer quand même à bouger et ça c'est vraiment un conseil effectivement que le gros conseil, ça, c'est pas démarrer trop en body fat et y aller fort. Ne pas avoir peur effectivement d'aller fort parce que c'est pas je vais perdre du muscle. Non, ton body fat sera largement assez bien pour justement que tu puisses l'encaisser correctement et tu peux y aller. Et le but, c'est de pouvoir aussi mettre des high days, tu vois, au bout d'un moment dans ta prep. Parce que, par exemple, ce qui s'était passé avec moi, c'est qu'en fait, tu pouvais pas. Tu pouvais pas parce que il fallait envoyer en fait. Il fallait perdre. Et donc, du coup, ce que c'est les high days ? Ouais, c'est des jours un peu plus hauts, souvent en glucides, un peu plus haut en fait dans ta routine. Dans quel but ? Ouais, tu vas reprendre de l'énergie et aussi garder un peu une bonne assimilation de glucides parce que si tu coupes tous tes glucides pendant X temps, remets tes glucides, tu vas voir comme tu vas faire de la flotte. c'est pour garder aussi, tu vois, une bonne assimilation des glucides et ça te permet même rien que mentalement, parce que le mental en prep, ça fait tout, tu vois. Et quand tu arrives vraiment à rester dedans et à rester focus et tout, ça fait énormément de différence. Ça, c'est assez contextuel parce que souvent, ça peut aussi amener des grosses variations vis-à-vis de la faim aussi. Mais ça, il y en aura. Mais ça t'attire. En fait, ça tire. Et justement, par rapport à ça, ça c'est des choses que du coup, on entend aussi sous les formes de refeed, etc., jet break, machin. Bon, voilà, ça a plein de termes. C'est comme au début, quand on fait un gros drop sur une personne qui a les capacités de descendre 1000 cals d'un seul coup, forcément que le corps il va prendre cher au début parce qu'il va y avoir des signaux qui vont arriver et il faut les accueillir. Tu sais que c'est comme ça. Et pareil, voilà, quand tu fais des high breaks, des choses comme ça, oui, ton corps aussi il va souffrir de ceci. C'est justifié, les high day. Les high day, en gros, l'avantage du high day, c'est d'éviter de faire des diet breaks qui seront beaucoup plus longues. Là, c'est-à-dire qu'en fait, on attaque très fort sur quasiment 4-5 jours. Et avec du coup un high day qui remonte un petit peu la moyenne et qui permet en fait de jamais vraiment faire de diet break mais juste d'avancer comme ça. Et l'avantage aussi avec un high day, c'est qu'il va remettre de l'énergie, il va remplir les stocks de glycogène et des muscles pleins en glycogène, ça consomme beaucoup plus d'énergie que des muscles qui sont vides. Donc en gros, tu avanceras aussi beaucoup plus rapidement et aussi tu auras l'énergie. Et généralement, le high day, il est placé intelligemment pour aller redonner de l'énergie plus ou moins sur 3 jours, puis ce sera plus bas. Donc généralement, on va avoir par exemple
Sur 5 entraînements par semaine, on va avoir jour on, jour on, jour on, jour off. Donc on aura un jour on assez bas, un jour on assez bas, un jour on assez bas, un jour off encore plus bas. 2 jours on encore qui seront quand même assez bas et un high day qui va remonter un petit peu, généralement effectivement plus haut en glucides, plus bas en fat, plus bas en protéines parce qu'on veut se concentrer sur les protéines, les glucides et assimiler au mieux. Et surtout souvent les protéines aussi ont tendance à être plus longues à être digérées et assimilées. Donc on se concentre sur ça et ça c'est un formidable outil effectivement parce que mentalement c'est très bien. Mais au-delà juste de l'aspect mental, c'est surtout cet aspect bénéfique sur le physique au point où ça va te remplir le physique et tu pourras voir réellement, la différence entre un physique plat et un physique plein. Tout à fait, c'est ce que les fameuses preppy quick aussi qu'on exactement. Entend, et du coup là tu dis en fait non, t'as pas perdu du muscle, tu manques juste d'énergie, mais c'est surtout cet aspect remplir le glycogène parce que la plupart des gens ne prennent pas en compte et beaucoup de coachs ne prennent pas en compte, c'est que un muscle plein en glycogène, c'est un muscle qui va consommer beaucoup plus. Et courir à juste être le plus plat possible, en fait, ça n'amènera pas vraiment ce que tu veux et tu vas justement beaucoup plus galérer que profiter justement de remplir ce glycogène en mettant plus fort, plus d'énergie, mentalement aussi plus actif et ne serait-ce que gagner 3 jours, ça sera toujours 3 jours de prix en plus par semaine avec de l'énergie. Et une plus grosse concentration sur le. Alors, au fur et à mesure du temps. Il faut quand même bien le planifier parce que ça reste quand même une remontée des calories. Et donc, si tu es un peu juste au niveau de ton temps et que tu peux. Voilà. Le high day, généralement, il va venir très tôt, sur quasiment d'aller 3e, 4e semaine de prep, plus ou moins. Ça dépend, mais c'est surtout s'il est bien géré aussi. Un high day, c'est pas une excuse pour te taper tes barres 2000K, tu vois. Il y en a beaucoup qui le voient comme ça. Non, mais c'est pas ça. C'est comme le high day stratégique. Le refeed, les trucs comme ça. Oui, mais c'est pas ça. Il y en a beaucoup qui vont justement essayer de faire comme ceux qui sont en prep, sans justement comprendre tout ce qui vient d'être expliqué. Bien sûr. Et qui vont s'en servir, comme tu dis, pour c'est refeed aujourd'hui. Ouais. Et le refeed, c'est vas-y, je me tape un chinois à volonté. En phase de masse, tu n'as pas besoin d'un refeed. En phase de mini-cut, tu n'auras sans doute pas besoin d'un refeed parce que c'est assez court, donc tu n'as pas besoin. Par contre, en phase de prep, ce qu'on veut surtout, c'est être certain que tu ne perds pas de muscle et que tu gardes l'énergie parce qu'on sait que ça va être très long et que surtout, tu vas tirer les calories très fort et il le faut au plus vite. Mais généralement, quand tu as un mini-cut qui va être entre 8 et 12, même jusqu'à 13 semaines, tu n'as généralement pas besoin d'un high day parce qu'en fait, tu démarres avec un body fat qui est tellement haut qu'en fait, ton high day, il est déjà là. Avec ton body fat, tu vois, avec ton corps, il va puiser. Tu vas rien voir. Ton corps va puiser là-dedans. Alors que justement, tu démarres avec un high day parce que ne serait-ce que si tu démarres très lean et qu'au bout de 4 semaines, tu as déjà perdu potentiellement 5,5 kg, du coup, tu es directement beaucoup plus lean. Donc, ça veut dire aussi les hormones qui vont directement être aussi un peu plus impactées. Donc, c'est là que le high day il arrive et qu'il est intéressant. Ouais, c'est un outil, c'est très bien, vous l'avez dit. Mais ce n'est pas forcément chez tout le monde. Il y a des personnes avec qui je travaille qui n'en auront pas du tout besoin parce que ça avance très bien sans et tu as des calories qui sont encore largement assez hautes, tu vois. Puis il faut que ça soit aussi en fonction du besoin de la personne. Si la personne te dit moi le déficit ne me pose pas de problème, j'ai pas besoin de le faire. Voilà, ça sera peut-être important de le faire un peu plus tard. Mais le high day ne vient pas forcément parce que le déficit, même si le déficit est facile à encaisser, il sera quand même là. Moi, il y a plein de personnes avec qui ils ont des high day. Tu l'imposes quand même. Exactement. Okay. En gros, moi, je l'avais et même à certaines personnes, il y a même des personnes actuellement où j'ai mis des high day au début et c'est en mode c'est high day, je le fais parce qu'il faut le faire. Mais c'est plus tu avances, plus tu te rends compte il est sympathique ce high day. Tu vois. Non, il vient vraiment pas parce que les personnes avec qui je travaille me disent j'arrive pas à encaisser le déficit. Elle part en prep aussi pour ça justement. Et parce que justement ce high day là, il est autant stratégique qu'une séance de cardio ou que placer intelligemment le squat en 4e position parce qu'effectivement tu veux ça. Il va vraiment être placé intelligemment et stratégiquement pour l'énergie. Et pas juste pour l'énergie, pour tenir aussi sur le long terme, mais aussi et surtout pour ses réserves de glycogène et pouvoir continuer à faire des entraînements de qualité. Okay. Parce que l'important sera ça. Ce que tu veux en prep, c'est pas drop du poids parce qu'une prep et une compétition, ce ne sera jamais à celui qui a le poids le plus bas ou suivre la balance. Une prep, ce sera à celui qui gardera le plus de muscles avec la meilleure esthétique et qui paraîtra le plus plein. C'est ça le bodybuilding au final, c'est être sec, mais en même temps être plein et être assez gros. Et pour ça, ce qu'on veut, c'est garder le maximum de muscles. Et ça passera par la diète, mais ça passera surtout par l'entraînement. Et plus tu as des réserves et des calories pour t'entraîner correctement, plus ça. Même si tu peux t'entraîner en sous-régime et il n'y a pas forcément de souci là-dessus, le high day est quand même très plaisant. Je pense qu'on ne va pas pouvoir. Depuis tout à l'heure, je regarde. J'ai peur pour la carte SD en fait. Pas de souci. Non, mais déjà bien. C'est super intéressant. C'était vraiment très spécifique. Là, on est parti sur quelque chose de très. Mais du coup, c'est le moment
Ou si vous voulez que Flo et Ophélie reviennent dans le podcast, il faut le mettre dans les commentaires. Et vous pouvez inviter les gens à spammer les commentaires si vous voulez revenir pour faire un autre épisode de Galois Gym. Et c'était hyper sympa en tout cas. C'était vraiment cool. Je pense qu'on est vraiment rentré effectivement vraiment dans un petit peu. Alors c'est pas forcément deux domaines parce qu'au final les domaines se rejoignent quand même. On n'a pas non plus parlé. La transversalité. On a compris, Rémi. Voilà, quelque chose de transversal finalement. Voilà pourquoi aussi il faut qu'on arrête le podcast. On a trouvé que Et moi je commence à on l'a pas dit, mais on tourne du coup tard. Ouais. Quelle heure là? On pense au sommeil. 22h. 22h. On pense au sommeil de Flo et d'Ophélie. Ouais. Nous, on s'en fout parce que. C'est quasiment comme si je dormais ici. Est-ce que je retourne assez tôt déjà demain? Oui, c'est vrai. Flo sera là demain à 8h30. Oui, pour un tournage. À peu près, ouais. Sur la journée. En tout cas, on espère que ce podcast vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, dire ce que vous en avez pensé. Vous abonner aussi sur Spotify. On a de plus en plus d'abonnés sur Spotify. Toujours 5 étoiles. Merci à tous. Et c'est là où je dois préparer le générique? Oui, mais il n'y en a pas parce qu'aujourd'hui c'est de la post-prod. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero Rire Podcast. À bientôt. Ciao. À de le lire en commentaire.